Fondamentalement, quand on se pose la question du marché, on se pose la question de comment évaluer un marché. Comment on fait pour savoir si un marché est gros, petit, machin. Alors il y a une première solution. La première solution, oui alors, en fait, oui, mince, j'ai raté mon effet comique. C'est qu'en fait, je ne sais pas comment on évalue une taille de marché. Je connais un certain nombre d'approximations, mais évaluer de façon sûre une taille de marché, c'est impossible. Pour les prochains coups d'état, je le mettrai après. Alors, quelques astuces. La première, c'est les études Gartner et autres. Dans ce monde, on paye beaucoup de gens à évaluer des choses et à prédire le futur. C'est une industrie énorme. C'est plusieurs dizaines de milliards par an. C'est le fonds de commerce fondamental des McKinsey, des BCG et de tous ces gens-là. Mais alors, il y a un petit problème structurel à la façon dont ces études sont produites. Ces études ont un taux de fiabilité qui est extrêmement faible. Il y a un petit malin du MIT qui s'est amusé à prendre toutes les études Gartner sur 20 ans et à regarder à quel point le taux de prédiction était fiable ou pas, et ils sont bien inférieurs au hasard. C'est-à-dire que si vous mettiez un chimpanzé qui faisait les études Gartner en mettant au hasard des prédictions, il aurait un taux de fiabilité bien plus élevé que les analyses de Gartner payées 3 000 € la journée pour faire des études. Alors, face à cette découverte hautement surprenante, des gens ont commencé à se dire, mais est-ce que c'est fiable? Mais en fait, c'est pas très compliqué de savoir pourquoi c'est pas fiable. Une étude Gartner, c'est quoi? C'est un client qui rencontre un associé de Gartner et qui lui dit, écoute, j'ai une décision vachement importante à prendre, je sais absolument que je veux faire ça, mais tu comprends, mon board, il n'est pas convaincu. T'inquiète pas, mon ami, on va te le produire, ta donnée. Donc, le chef arrive au bureau, il vient, il voit le senior partner. Et il dit au senior partner, écoute, on va lancer une grande étude sur tel sujet, puis il va falloir démontrer ça, parce que notre client, il paye pour ça, alors tu te démerdes. Alors, le senior partner, il va voir les 10 stagiaires. Alors les gars, on a une semaine pour produire telle étude, vous allez me cruncher telle data, telle data, telle data. Puis quand les datas reviennent, il dit ça, bon, ça m'intéresse pas, mais ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Oui, insiste un peu là-dessus. Vas-y, pousse cette corrélation et bam, l'étude. Le type revient, il vient devant le conseil d'administration et il dit écoutez les gars, j'ai une idée géniale, en plus c'est appuyé par une étude Gartner incroyable. Alors vous allez me dire, mais les types des conseils d'administration sont quand même pas ahuris. Si ça se passe comme ça, et au bout d'un moment, ils finiraient par se dire les études Gartner ne valent rien. Oui, mais en fait, l'astuce, elle est ailleurs. C'est que pourquoi les membres du conseil d'administration veulent ça? Parce que quand ils signent, s'il y a un problème, après ils peuvent dire oui, mais vous comprenez, ma décision, elle a été fondée sur Gartner. Donc en fait, ces sociétés sont devenues des sociétés d'assurance pour décisions à risque, pour des gens qui sont payés pour prendre ces décisions, mais qui ne veulent pas endosser la responsabilité des décisions qu'ils prennent, et notamment des procès qui en découlent, etc., dans les sociétés publiques. Être administrateur d'une société publique, c'est être en fait une compagnie d'assurance. Hein. Enfin, c'est aussi bête que ça. Et donc ça crée un grand cercle de la défiance qui finit dans les mains du stagiaire, Gartner. Alors, c'est pas très grave, c'est une industrie qui tourne bien, ils ont leur propre rationalité. Forcément, les mecs ont quand même finissent par prendre des bonnes décisions parce que sinon les grandes entreprises seraient toutes en faillite, ils vivent sur des grandes rentes, etc. C'est leur problématique. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est quand vous prenez ces études-là et vous les prenez de bonne foi pour expliquer que la start-up que vous lancez, elle est sur une trend incroyable. La preuve, il y a telle étude qui le dit. Donc en fait, le problème, c'est que vous vous appuyez sur du vent. Alors des fois, ça peut être vrai, des fois, ça peut être faux. Mais en tout cas, il n'y a rien de prépondérant dans ces études qui peut vous aider à prendre une décision. Alors, il y a une chose que vous pouvez faire, c'est qu'à la rigueur, quitte à avoir des datas de marché, si c'est important, il y a des moments où c'est très important d'avoir des datas de marché, notamment la levée de fonds. La levée de fonds, si vous n'avez pas de data marché, c'est très compliqué. Mais il y a une façon assez géniale de produire des datas de marché de nos jours, c'est Facebook. Alors Facebook, c'est quoi? Facebook, c'est si vous l'utilisez, vous avez à votre disposition un outil de séquençage de marché, temps réel, avec 1,2 milliard de personnes dessus dans le monde, gratuitement. Pourquoi? Parce qu'il y a un hack tout bête, c'est que vous pouvez aller dans l'interface pub de Facebook,
Vous pouvez définir un certain nombre de critères et ça vous donne la population mondiale qui répond à ces critères. Alors, vous supposez une hypothèse, il y a deux hypothèses cachées dans ce raisonnement. La première, c'est que le monde entier est sur Facebook. Alors, effectivement, il y a un biais. Le monde entier n'est pas sur Facebook, mais quand vous voyez que le taux de pénétration de Facebook en France est de l'ordre de 60 ou 70%, vous pouvez vous dire que les 30% restants sont de toute façon tellement jet-lagués que d'ici qu'ils soient intéressés par un produit d'une start-up, il va se passer tellement de temps que c'est pas très grave si vous prenez ça en considération. À moins que, évidemment, votre marché soit ces 30% de gens-là. Dans ce cas-là, sortez une étude Gartner. La deuxième chose que vous pouvez faire avec ça, c'est que vous pouvez regarder les démographies, parce que sur Facebook, vous pouvez dire « je vise les hommes, les femmes, entre tel âge et tel âge, qui ont tel et tel centre d'intérêt, etc. » Et donc la deuxième hypothèse qui repose là-dessous, c'est que tout le monde a déclaré correctement son profil Facebook. Par exemple, je suis un grand amateur de littérature, je ne suis pas sûr d'avoir liké littérature sur mon profil Facebook. Donc, si quelqu'un fait une étude de marché des gens qui likent la littérature, il risque de ne pas trouver mon profil. Après, encore une fois, c'est la loi des grands nombres, c'est des approximations. Combien de pourcents de gens aimant la littérature n'ont pas déclaré aimer la littérature sur Facebook, vu toute leur stratégie de collecte de données? Bon, peut-être 10%, 20%, 30%, 40%, quel que soit de toute façon le montant, c'est une approximation qui est mieux que le truc. Ce qui fait que ça ne vous permet pas de calculer le TAM, le Total Addressable Market, parce que lui, il est un mystère complet. Mais par contre, ça vous permet de calculer le SAM, le Served Available Market. Pourquoi? Parce qu'en plus, par définition, tous les gens qui sont sur Facebook sont des gens auxquels vous avez accès, et tous les gens qui répondent à cette caractéristique sont à une pub de vous. Donc après, peut-être que la pub est trop chère pour votre stratégie d'acquisition, ça c'est encore un autre sujet, mais par définition, c'est le marché qui est serviable, puisque c'est le marché qui est déclaré ayant un certain nombre de centres d'intérêt et étant sur le site. Et vraiment, cette méthode pour vérifier, moi je le fais sur chaque startup qui rentre dans The Family, je vais dans l'interface pub de Facebook et je regarde le SAM, et c'est incroyable comme en 3 minutes, vous voyez s'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par les services de la startup ou pas. C'est assez marrant. Est-ce qu'ils injectent les likes et les infos de connect ou c'est juste le déclaratif? Ils réinjectent toutes les datas disponibles. Alors, deux choses. Sur une cible B2B, Facebook est un outil incroyable. Ça, c'est contre-intuitif, mais il y a 1,2 milliard de personnes. J'aimerais bien que tu me trouves le mec B2B qui n'est pas sur Facebook, en fait. Et ce qui est assez flippant avec les cibles B2B, c'est qu'énormément sont déclaratifs de leurs intérêts professionnels sur Facebook. Il n'y a qu'à voir comment la plupart des gens dans ce milieu utilisent Facebook, ils font des groupes professionnels, etc. Il y a plus de groupes professionnels de DSI sur Facebook que sur LinkedIn. Vraiment, la honte sur LinkedIn. Hein. Je ne sais pas comment ils se démerdent, les mecs. Un jour, on parlera de mes interrogations sur LinkedIn. C'est la boîte qui me fascine le plus au monde, LinkedIn. Je ne comprends pas ce qu'ils foutent. C'est un produit pourri, c'est une valeur incroyable, ils ne la transforment pas, enfin bref. Je ne vais pas m'énerver ce matin. Mais il y a exactement le même outil sur LinkedIn dont tu peux faire des comparaisons. Et d'ailleurs, au passage, il y a aussi le même outil sur AdWords. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est finalement une déclaration sur Google? Une déclaration sur Google, c'est une intention. Si vous cherchez des requêtes extrêmement spécifiques, vous pouvez calculer la taille de votre SAM, de votre Served Available Market, sur une cible extrêmement spécifique. Par exemple, imaginons que vous faites, je sais pas, une plateforme de place de parking. Si vous cherchez sur Google place de parking dans tel quartier, bah, vous verrez tous les gens qui un jour ont tellement souffert du problème de la place de parking qu'ils ont même été assez désespérés pour tenter Google. Imaginons un cas A. Un cas A, vous avez très peu de réponses. Et vous avez très peu de gens qui font cette requête. Bah, dans ce cas-là, vous vous dites, bon, bah, il y a peut-être un marché, mais du moins, il n'est pas exprimé dans le désespoir de Google. Par contre, imaginons qu'à l'inverse, vous trouviez énormément de requêtes. Bah, là, d'un seul coup, vous pouvez vous dire que, en fait, les gens souffrent tellement du problème qu'ils l'ont même déclaré sur Google, alors que ce n'est pas l'endroit le plus simple pour chercher une place de parking. Et des fois, c'est surprenant ce qu'on découvre de cette façon. Comme vous le voyez, l'exercice d'évaluer le marché est un exercice extrêmement compliqué. Prenons des cas historiques. Prenons Internet, par exemple. Vous êtes en 1997, 98. Il y a 70 millions de personnes sur l'Internet. Et vous décidez de lancer une boîte dans l'Internet. Comment ces gens ont pu se dire que le marché était important?
Est-ce que vous pensez que les gens... Tiens, on va jouer à un jeu. Est-ce que vous pensez que les gens, à l'époque, qui étaient dans cette industrie de l'Internet, pensaient qu'un jour, il y aurait 3 milliards de personnes sur Internet? Qui pense que c'était le cas? Que ces gens-là pensaient ça? Ah, vous êtes trop bien éduqués. En fait, j'ai même une preuve factuelle au fait qu'ils ne le croyaient pas. C'est le protocole IP4. Le protocole IP4, c'est un protocole qui attribue une adresse IP à chacun des ordinateurs et qui est l'architecture fondamentale et la base de l'Internet, n'avait pas suffisamment de combinaisons possibles pour avoir suffisamment le nombre d'ordinateurs qu'il y a aujourd'hui. Et on a dû inventer le protocole IP6. Et maintenant, IP6, c'est autant de combinaisons que d'atomes dans l'univers. Donc c'est bon, on a de la place. Mais sur le coup, les mecs à l'époque se disaient, ouais, 70 milliards, 100 milliards d'adresses, c'est largement suffisant. On va jamais atteindre ça. C'est fou. Déjà, si on dépasse le milliard, ce sera exceptionnel. Et aujourd'hui, des devices qui ont besoin d'IP connectés à l'Internet, c'est en explosion. Et je ne vous parle pas avec l'Internet des objets. Quand vous voyez qu'ici, l'Apple TV en a une, mon iPhone en a une, mon ordinateur en a deux, enfin, c'est complètement délirant. Donc, le point le plus important, c'est que finalement, plus que l'évaluation factuelle d'un marché, la question c'est est-ce que vous faites confiance ou pas à votre imagination? Est-ce que vous arrivez à tracer une courbe ou est-ce que vous n'y arrivez pas? Et est-ce que vous arrivez à vous contenter en fait, des datas dont vous disposez aujourd'hui pour vous projeter un minimum? Il y a deux façons de se faire avoir sur les marchés et les problématiques qu'on adresse. La première façon de se faire avoir, c'est ce que j'appelle le unsexy filter. Qu'on le veuille ou non, on est incroyablement attiré par les idées sexy. Les idées sexy ont un truc terrible, c'est que c'est comme une drogue. On a beau se dire l'idée compte pas, c'est le problème, machin. Quand on entend une idée qui vraiment nous enthousiasme, on a énormément de mal à ne pas plonger dedans. Et pourtant, les idées sexy qui ont marché, il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, argument factuel, 75% des boîtes qui ont jamais été featurées sur TechCrunch n'existent plus aujourd'hui. Vous imaginez? 75%. C'est pas... Paul Graham a une blague dans Y Combinator. Il dit depuis la première année chez Y Combinator, il invite des journalistes à venir à YC et il leur présente toutes les boîtes de YC et leur demande d'élire le top 10. Il prend le top 10 et il le renverse et il prend toutes les boîtes qui sont en dessous du classement et il regarde attentivement si elles sont intéressantes ou pas. Parce que qu'est-ce que c'est un journaliste? C'est quelqu'un qui est extrêmement attiré par le filtre sexy, par définition. Et donc il dit, comme ce n'est pas un argument suffisant, je vais m'intéresser aux autres boîtes de la liste. L'exemple le plus frappant étant Stripe, je crois. Stripe, c'est la croissance la plus importante jamais constatée par une boîte YC. C'est une société qui permet de collecter des paiements en ligne pour les développeurs. Stripe, durant YC, a eu une croissance supérieure à toutes les autres boîtes de YC cumulées pendant le même batch. Donc vous imaginez la traction. Et dans l'article TechCrunch, les 10 meilleures startups de démodé, ils n'étaient même pas dans le top 10. Et un journaliste a dit oui, mais bon, encore une solution de paiement, ça fait 15 ans qu'on entend parler de solution de paiement. Oui, sauf que manque de peau, celle-là, elle était vraiment mieux que les autres. Aujourd'hui, elle est dans le top 3 des boîtes qui valent le plus à YC. Et Paul Graham a dit que ce serait la seule boîte qui vaudrait plus de 100 milliards à YC, si leur croissance continue comme ça. Donc vous voyez à quel point, en fait, c'est extrêmement dur d'évaluer un marché. Et reprenons cette histoire de marché. Et c'est quoi l'hypothèse de Stripe? Parce que quand Stripe a été lancé, les gens disaient, mais le marché, il est tout petit du paiement en ligne. Parce que tous les gens qui ont besoin d'un paiement en ligne et qui gagnent de l'argent préfèrent développer leur propre solution plutôt qu'adopter la solution d'une tierce partie. Mais le raisonnement et l'hypothèse cachée de Stripe, c'est que le nombre de startups qui allaient se créer dans le monde et qui allaient avoir besoin de collecter des paiements allait être multiplié par 10 tous les ans. Aujourd'hui, ça paraît évident que la courbe est dans ce sens-là, mais il y a 3 ans, je vous assure, elle ne l'était pas. C'était pas du tout évident que ça allait aller dans ce sens-là. Alors, le deuxième, c'est le... Je ne sais même pas comment ça se prononce, the shelf filter. C'est un mot yiddish qui est passé dans l'anglais courant et qui veut dire quelque chose d'incroyablement dur. La façon dont les entrepreneurs se trompent très souvent
en réfléchissant à des problèmes à attaquer, c'est qu'ils cherchent des problèmes qui leur paraissent résolvables et pas trop durs. Et c'est même assez inconscient. Reprenons encore l'exemple de Stripe. Je ne pense pas que personne s'était jamais dit que les solutions de paiement en ligne étaient bien foutues. Je pense juste que tout le monde s'est dit, mais entre la réglementation des banques, la réglementation des moyens de paiement, entre toutes les problématiques de sécurité que ça pose, etc., c'est juste impossible à faire. J'y arriverai jamais. Et ils ne se le sont même pas dit consciemment. Et en fait, je pense qu'il est là le drame. Le deuxième phénomène qui nous retient tous collectivement, c'est le shell filter. C'est le fait que tout ce qui paraît impossible à faire ne nous intéresse pas. Alors j'ai déjà pris le cas de WhatsApp, je reprends. Tiens, par exemple, je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire, mais Uber, je me suis fait avoir par mon shell filter. C'est qu'un jour, quand Travis m'a dit je vais lancer Uber qui va révolutionner le transport des gens dans les villes, je me suis dit mais il est complètement barge ce mec. Gérer la réglementation, gérer des chauffeurs, gérer des gens, enfin, je crois que c'est le triptyque des 3 problèmes les plus compliqués qu'on puisse attaquer. Pourquoi tu ferais ça? Effectivement, il l'a fait mieux que tout le monde et la probabilité que s'il y arrive, ce soit un truc géant était évidente. Mais assez inconsciemment, jamais de ma vie, j'aurais pu croire à cette époque que des gens étaient capables de ça. Je n'avais pas encore rencontré beaucoup d'entrepreneurs à l'époque. Il est là le point. Le point, c'est que, quelle que soit votre idée, et ça marche dans les deux sens, c'est que soit vous vous dites que votre idée, elle est super facile et posez-vous des questions dans ce cas-là de pourquoi elle n'a pas déjà été faite. Et je pense que c'est une bonne façon de faire. Plus une idée est facile, plus vous devriez vous méfier et vous poser la question pourquoi ça n'a pas déjà été fait. Le point, c'est que vous arrêtez jamais, ne laissez jamais quelqu'un vous expliquer que ce que vous avez envie de faire est trop dur. Alors, en plus, je fais un mea culpa collectif. 80% des gens que je refuse dans The Family, si c'est pas 90, c'est en leur expliquant que c'est trop dur. En fait, les gens entendent derrière ce trop dur, c'est impossible. Mais c'est pas ça qu'il faut entendre. Ce qu'il faut entendre, c'est moi, Oussama Ammar, ou le reste de The Family et des autres membres de l'équipe qui ont regardé le dossier, on trouve ce problème, 1, très dur, et 2, absolument pas dans les trucs qu'on a envie d'attaquer. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Le marché de la musique. Il n'y a pas une personne dans cette équipe qui n'est pas un traumatisé du marché de la musique. Nicolas Collin, il n'en peut plus, il ne veut plus en entendre parler, c'est un truc, ça l'emmerde. Moi, j'ai jamais blairé la musique de ma vie, j'ai jamais écouté de musique, j'en écoute pas, et vraiment, je risque pas de m'y mettre. Et Alice, de toute façon, le business music, elle dit ouais, il y a Spotify, c'est génial. Donc, à chaque fois que quelqu'un nous envoie un business, et là j'en vois 2 dans le fond, et je vous salue, vous allez comprendre notre refus, à chaque fois qu'on reçoit un business là-dedans, on répond toujours, écoutez les gars, le marché, il est catastrophique, quoi. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas un type qui va venir faire un Deezer ou un Spotify nouvelle génération? Absolument pas. C'est juste que par définition, l'ensemble des humains sur Terre ne peuvent pas attaquer l'ensemble des problèmes. Et c'est parce qu'ils sont compliqués qu'ils demandent une énorme énergie et que cette énergie, on ne l'a pas. Par exemple, à l'inverse, si vous venez en ce moment avec un projet d'agriculture, c'est une de mes grandes passions, l'agriculture. Nourrir les gens, je trouve ça super noble. Je suis à fond, quoi. Je pense que l'agriculture, je vais en parler après, mais je pense que l'agriculture ou un problème dans l'éducation, je suis à fond là-dedans. Enfin, c'est vraiment des histoires de rapports intimes à quoi vous voulez dépenser vos 5 prochaines années. Et alors souvent les gens essaient de nous convaincre en disant oui mais ça va être un super business. Et oui mais tout est un super business. On peut faire des super business dans tout. On ne peut pas être drivé par le fait que quelque chose soit une super opportunité business. C'est forcément plus profond que ça. Et si ça se trouve un jour un partenaire nous rejoindra, notamment un type qu'on a refusé et qu'on aura fait une super boîte dans la musique, il viendra chez nous et il prendra plein de boîtes dans la musique. Et ce sera très bien. Parce que c'est un peu comme dans une école, vous êtes drivé par le goût des gens. Un jour j'ai demandé à un type qui était VP chez Google pourquoi Google ne se lançait pas dans la musique. Et il a dit Larry et Sergey, ils n'écoutent jamais de musique. Ça m'a fait mourir de rire comme réponse. Les gens dehors imaginent qu'il y a des réunions et des brainstorms incroyables sur quelles sont les opportunités de marché que Google peut attaquer avec des SWOT et des swaps. Puis en fait, à l'intérieur, il y a 2 types qui disent « Ouais, this is look cool, yeah, let's do it ». En fait, la réalité est là, c'est que c'est tellement dur, ça demande un tel effort de transformer quelque chose de 0 à 1 que forcément, ça doit d'abord être drivé par la passion.
Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Si on s'attaque à quelque chose de dur, c'est pas grave. Mais il faut juste le savoir, il ne faut pas être ignorant, quoi. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de pourquoi c'est tellement dur d'imaginer le futur? Prenons un cas, Hollywood. Hollywood produit je ne sais pas combien de films de science-fiction par an. Vous savez que l'année de Retour vers le futur, moi ça m'obsède ce truc, l'année de Retour vers le futur, c'est cette année. Il n'y a rien qu'il y a dans Retour vers le futur qui est dans le marché. C'est incroyable à quel point ils se sont plantés. Et il n'y a pas un film qui imagine le futur depuis 50 ans qui se soit jamais réalisé. Pourquoi? Parce que les gens dans Retour vers le futur et tous les gens qui écrivent ces scénarios à Hollywood, ils ont des attitudes très portées vers le déterminisme. Par exemple, ils voient l'avion, ils voient la voiture, puis ils disent ah bah il y a un jour un mec qui va avoir l'idée de fusionner les deux et on va avoir des voitures qui volent. Sauf que, en fait, aucune évolution technologique ne fonctionne comme ça. Si les voitures ne volent déjà pas, c'est parce qu'il y a des challenges techniques, physiques, qui les empêchent de voler. Sécuritaires, réglementaires, etc. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent des idées plutôt que des problèmes. Et je pense que l'analyse fondamentale, c'est de ne pas voir pourquoi les voitures ne volent pas. Et je pense que c'est le point le plus important si vous voulez évaluer le futur, c'est vous demander honnêtement pourquoi quelque chose que vous êtes en train de faire n'existe pas déjà. C'est une question que vous détestez vous poser. Je déteste me la poser, c'est l'une des pires questions parce qu'elle est incroyablement ingrate, elle est incroyablement dure comme question, et souvent elle amène à une réponse qui est soit c'est parce que en fait c'est pas si enthousiasmant que ça, soit parce que en fait personne qui a essayé n'a jamais réussi parce que personne n'a jamais réussi à intéresser personne. En fait, c'est la question du déterminisme contre l'indéterminisme. Alors, petite minute philo, il y a deux grands systèmes de pensée. Il y a un premier système de pensée qui s'appelle la causalité. La causalité, c'est l'idée que toute conséquence a une cause. Par exemple, si vous marchez dans la rue et que vous vous prenez une brique sur la tronche, c'est parce qu'il y a un enchaînement d'événements qui ont fait qu'à un moment donné, cette brique rencontre l'enchaîne d'événements qui fait que vous marchez dessous. C'est pas chaotique, c'était prédictible, c'est juste qu'on n'avait pas les informations initiales. Et alors ça, c'est un type qui s'appelle Poincaré, qui a formalisé ça dans un livre magnifique. Et il explique que si on connaissait tous les atomes de l'univers et leur position initiale, et l'ensemble des facteurs, et de l'ensemble de tous les facteurs qui prédéterminent leur action, alors on pourrait décider quelle sera la prochaine étape. En fait, ce que la plupart des entrepreneurs font en essayant d'évaluer le futur et en essayant d'imaginer le futur, c'est du déterminisme. Ils regardent le monde tel qu'il est maintenant, ils essaient de tirer sur des fils en se disant ça va aller dans ce sens-là, et puis quand ils ont tiré suffisamment sur un fil, ils se disent voilà, le futur il ressemble à ça. À côté de ça, il y a un autre système de pensée qui s'appelle l'indéterminisme, le chaos. Alors je pense que celui qui a le mieux résumé dans le monde entrepreneurial ce que ça voulait dire, c'est un type qui s'appelle Nassim Taleb. Donc, il y a un livre incroyable et incroyablement chiant à lire. Alors, allez lire le résumé sur Wikipédia et épargnez-vous le bouquin, parce que j'ai jamais vu un bouquin aussi chiant. C'est Nassim Taleb, Black Swan. C'est une thèse incroyable qui est résumable en un chapitre. Et le type passe 30 chapitres à raconter sa vie et à quel point les gens sont des abrutis de ne pas le comprendre. J'ai jamais vu un type aussi énervé contre lui-même et la vie, quoi. Enfin, c'est dommage parce que la thèse est géniale, mais Black Swan, c'est l'une des thèses les plus fondamentales. C'est de dire que par définition, le futur est imprédictible. Vous entendez bien? Par définition, le futur est imprédictible. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que quelque chose arrive, il arrive à une échelle exponentielle et à un point qu'on n'aurait jamais pu prévoir. On ne pouvait pas prévoir la Seconde Guerre mondiale, on ne pouvait pas prévoir l'introduction en bourse de Google, on ne pouvait pas prévoir la naissance de Zuckerberg qui donnait Facebook, etc., etc. Tout ça, c'est des phénomènes imprédictibles. Et qu'à chaque fois qu'un Black Swan a lieu, à chaque fois que cette situation a lieu, ça rechange complètement la cartographie causale. En fait, Nassim Taleb ne fait que tirer des théories de la physique de Mandelbrot,
qui est un mathématicien français qui a inventé les fractales. Et ce que Mandelbrot explique, c'est que par définition, dans un système chaotique, il est impossible de prévoir ce qui se passera, parce qu'une cause, une conséquence n'a pas qu'une cause, mais en a plusieurs. Ça paraît bizarre. Et alors, l'image poétique magnifique pour expliquer ça, c'est le battement de l'aile de papillon. Vous connaissez cette histoire? Souvent, on vous la raconte et on vous la raconte très très mal. Parce qu'on vous dit, un battement d'aile de papillon dans l'hémisphère sud va lancer une série d'événements. Donc ça va bouger quelques molécules d'air qui vont avoir un impact sur un nuage, qui vont provoquer une tempête, et ça génère une tornade dans l'hémisphère nord 2 ans plus tard. Mais en fait, c'est pas ça, le battement de l'aile de papillon. Ça, c'est de la façon poétique de vous expliquer. Mais ce qu'en fait veut dire cette image, c'est que, en fait, c'est aussi imprévisible qu'un battement d'aile de papillon. C'est-à-dire qu'on ne sait pas lequel, mais il y a peut-être un battement d'aile. Parce que si à chaque fois qu'il y avait un battement d'aile de papillon, il y avait une tornade, on serait sacrément dans la merde, dans la chasse aux papillons, les gars. Mais en fait, il n'est pas là le point. Le point, c'est que vous êtes face à un événement complètement imprévisible. Il existe des battements d'ailes de papillons qui provoquent des tornades, et c'est parfaitement imprévisible de savoir lequel ce sera. Et donc, si le futur est complètement imprévisible, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi il y a des choses qu'on arrive à prédire, et pourquoi il y a des choses qu'on n'arrive pas à prédire. Il faut comprendre la nature profonde de la différence entre le passage de 0 à 1 et le passage de 1 à n. Le passage de 1 à n, par exemple, quand vous amenez une société de 100 employés à 10 000, c'est un passage statistique. Vous avez de la data empirique sur ce qui s'est passé. Sur les 3 dernières années, j'ai gagné 10 nouveaux clients par semaine et c'est en train de s'accélérer de 10% par semaine. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la courbe et calculent le delta, ils tirent la courbe linéairement et ils se disent, bon, bah, je veux bien mettre de l'argent à tel prix parce que ça a l'air intéressant. C'est comme ça que 99% des décisions d'investissement sont prises dans le monde. Mais elles sont fondées sur quoi? Elles sont fondées sur des données statistiques viables. De 0 à 1, vous êtes dans le royaume de l'indéterminé. Personne ne peut savoir comment on va passer à 1. On ne sait même pas si on va vraiment passer à 1. Et la seule chose qu'on sait, c'est qu'on a une information qui nous fait croire que quelque chose par là se passe et on veut y aller. C'est un peu comme l'histoire de Steve Jobs et Apple que je vous racontais la semaine dernière. La seule chose qu'il sait dans ce passage de 0 à 1, c'est que de toute évidence, il y a des types autour de lui qui ont envie d'acheter l'ordinateur qu'il fabrique. Est-ce qu'il sait que dans le monde entier, il existe des gens qui ont la même frustration? Absolument pas. Il n'a pas Facebook, lui, il ne peut pas taper Interest et Steve Jobs. Et en fait, c'est là le grand point, c'est que de 0 à 1, vous êtes fondamentalement et incroyablement dans le royaume de l'indéterminé. Vous ne savez pas ce qui va se passer, et donc vous ne pouvez surtout pas, et vous ne devez surtout pas, vous appuyer sur des raisonnements empiriques pour savoir si le problème que vous attaquez est intéressant ou pas. Par exemple, est-ce que c'est parce qu'aucune boîte dans le paiement sur mobile n'a jamais marché qu'aucune boîte dans le mobile ne marchera jamais? Non. Pourquoi? Parce que c'est indéterminé. S'il y en a une qui fonctionne, ce sera un Black Swan. Il y a une façon très simple de comprendre ça en statistique, c'est imaginons que là, je fais venir des coiffeurs et je vous teigne tous les cheveux en roux et que vous soyez tous roux. Et on fait venir un type et on lui dit, regarde, il n'y a que des rousses. On fait rentrer une personne de plus, de quelle couleur est ses cheveux? 99% des gens répondent roux. Pourtant, on ne leur a pas dit que c'était un congrès pour les roux. Donc ils n'avaient aucun élément factuel pour appuyer que c'était autre chose qu'un hasard. Deuxièmement, ils ont simplement tiré une corrélation en causalité. Et tout le drame entrepreneurial est là. Le drame entrepreneurial n'est pas dans le fait de faire des choses indéterminées et de prendre des risques. Le drame entrepreneurial, c'est quand on prend des vessies pour des lanternes. C'est que sous prétexte que des choses ont fonctionné, on les refasse,
Ou encore pire, que sous prétexte que des choses n'ont pas fonctionné, on ne les refasse pas. Vous savez, avant Dropbox, il y en a eu 10 000 des Dropbox. Avant Google, il y en a eu 10 000 des Google, etc. Et donc, le point... Maintenant, à cause de vous, je vais être mort de rire à chaque fois que j'ai mes tics de langage. J'étais tranquille avec mes tics de langage avant que vous me les fassiez remarquer, quoi. Je vais en adopter des nouveaux, rien que pour vous emmerder. Donc, si ça se trouve, c'est une structure cognitive qui stocke mes informations, vous savez, et vous êtes en train de la perturber, et vous allez grandement perdre en qualité. Entre 0 et 1, c'est le royaume de l'indéterminé. C'est le moment fondamental où vous ne pouvez pas vous appuyer sur le moindre empirisme pour prendre la moindre décision. Et c'est pour ça que c'est tellement dur, et c'est pour ça qu'on se trompe tant. Parce que par définition, si c'était déterminé, on pourrait le prédire. Et c'est pour ça que vous avez juste une chose à faire, c'est de passer de 0 à 1 le plus rapidement possible. Vous pouvez prendre votre temps de 1 à n, ou vous pouvez prendre tout votre temps de 1 à n. Mais de 0 à 1, chaque minute que vous passez dans cette phase indéterminée est une minute de perdu. Et donc c'est une minute que vous mettez à risque et c'est une minute d'investissement. Et c'est pas grave, parce qu'on est obligé de passer par cette phase-là. Mais vous devez sortir de cette phase la plus rapidement possible. Et alors, je vous avais dit surtout, lisez pas Lean Startup. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout est là-dedans, en fait, dans ce bouquin. Le bouquin de Lean Startup, c'est quoi? C'est dire, comme le passage de 0 à 1 est indéterminé, il faut absolument transformer l'ensemble des hypothèses en expérience le plus rapidement possible pour trouver une solution. Et je trouve que c'est une méthode incroyable. Je suis un grand fan de Eric Ries, je suis un grand fan de Steve Blank, je trouve que ces types sont super intelligents. Mais il y a un truc que je ne comprends pas, c'est comment ce bouquin a pu être appliqué de la façon dont il est appliqué par 99% des gens qui le lisent. Puisque qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le livre, ils voient qu'il faut faire des expériences, ils font des expériences à toute petite échelle qui n'ont aucune signification statistique, mais aucune. Ils prennent les datas, ils vous disent « ouais, il y a 10 personnes qui ont dit que c'était cool, donc ça y est, maintenant c'est vérifié » et ils lancent leur truc. Et donc en fait, au lieu de passer de 0 à 1, ils sont passés de moins l'infini à 0, parce qu'ils sont passés de la peur de se lancer à la certitude qu'il fallait se lancer, mais ils n'ont aucune data viable sur le fait que leur produit vaut quelque chose ou que on est dans quelque chose qui a du sens. Maintenant que vous avez ça en tête, vous pouvez lire ce bouquin. Mais transformez pas ce bouquin en checklist. Et surtout, tombez pas, moi je l'ai même dit à Eric Ries, c'est ce que j'appelle maintenant la lean trap. C'est les types, ils ouvrent une trappe, ils tombent dedans, quoi. Et elle est tellement petite qu'elle, en plus, elle n'a aucune signification. Genre, alors voilà, j'avais une super idée, mais j'ai demandé à 10 personnes autour de moi et ils m'ont dit que c'était nul, alors j'ai arrêté. Mais pourquoi? Bah, Eric Ries, il m'a dit qu'il fallait aller dans la rue et demander aux gens. Alors j'ai coché la case, j'ai demandé aux gens. Alors, ce serait un peu compliqué de faire ce travail préalable. Et il faudrait se poser la question pourquoi les Américains comprennent beaucoup mieux ce livre qu'en moyenne nous, Européens. Parce que les Américains ne l'appliquent pas du tout comme ça, le livre. Les Américains, c'est même plutôt l'inverse. Ils font du lean grasp. C'est-à-dire qu'ils ont 1500 retours et ils se disent « ouais, mais c'est peut-être pas encore sûr. » Et il y a 3000 personnes qui sont dehors en train d'hurler « s'il te plaît, ton produit, s'il te plaît. » Et ouais, il y a peut-être que eux, en fait. J'ai vachement peur que ce soit pas un big thing. Je ne sais pas pourquoi leur culture les pousse à ça ou pourquoi notre culture pousse à ça, mais je pense que fondamentalement, il y a une non-compréhension sur ce lean trap. Il y a une incompréhension sur ce que c'est de passer de 0 à 1. 0 à 1, c'est transformer une hypothèse indéterminée en quelque chose où on peut bâtir de la data. Le but du jeu, c'est pas d'optimiser son argent, c'est pas d'optimiser les gens, c'est absolument d'optimiser le temps pour que ça prenne le moins de temps possible. Parce qu'au moins, vous saurez le plus rapidement possible si c'est une bonne idée ou pas. Alors, dernière entrée dans l'histoire de The Family, Switch, il y a une semaine. Alors, je vais vous raconter Switch, ils adressent un problème extraordinaire, qui est le problème de trouver une place de parking. Comment tout le monde adresse ce problème sur le marché, notamment eux, pendant 2 ans et demi? C'est avec des algos. Avec des algos, vous regardez les données statistiques dans une ville, vous regardez où les gens se garent, et vous faites un algo disant « Ah, la probabilité que si tu tournes à gauche, tu trouves une place est de 80%, si tu tournes à droite, elle est de 95%, donc plutôt tourne à droite. » Alors déjà, pour intégrer ça au GPS, je ne vous dis pas les emmerdes.
Donc il faut en plus du GPS avoir une app pour Switch. Donc si vous avez ni le sens de l'orientation et que vous avez besoin d'une place, bah, vous êtes super mal en termes d'usage. La deuxième chose, c'est qu'en fait, les gens, ce qu'ils veulent, c'est une place. Ils ne veulent pas une probabilité de place, parce que les gens retiennent surtout les moments où ils n'ont pas trouvé de place plutôt que les moments où ils ont trouvé une place. Quand vous dites à un type, il y a 80% de chances qu'en tournant à gauche, il y a une place, il entend, il y a une place à gauche. Et puis là, il n'y a pas de place. Il dit, c'est de la merde ce truc, ça ne marche pas. Et puis il passe à autre chose. Et tous les types qui ont lancé ces algos, dont eux, ils ont quand même passé 2 ans et demi à développer, bonjour la validation de 0 à 1. Donc ils ont passé 2 ans et demi à développer ça. Et puis ils l'ont lancé en grande foire avec le maire de San Francisco, parce qu'en plus ils ont vraiment une tchatch incroyable quand je vois de la façon dont ils sont rentrés. Ils m'ont écrit, j'aurais dit c'est nul votre truc, ça m'intéresse pas, et ils sont venus ici et ils sont rentrés par force par un autre et ils se sont fait accepter par quelqu'un d'autre dans l'équipe et ils sont revenus me voir, mais ouais, mais lui il a dit oui. donc de toute évidence, c'est des gens qui quand ils veulent quelque chose, ils le prennent. Et donc ils ont lancé en grande trombe avec le maire de San Francisco, puis ça n'a pas marché. Je crois qu'ils ont fait, je sais pas, plein de téléchargements le premier jour, puis rien, puis zéro, puis. Et puis un jour, ils se sont dit, tiens, quand même, on va demander aux gens qui cherchent des places, c'est quand le moment où ils cherchent une place. Et en fait, les gens cherchent une place au moment où ils cherchent une place. Et ils se sont dit, ah ouais, c'est vachement intéressant comme data point. Donc les algos prédictifs, en fait, c'est pas très intéressant. Et alors, par contre, qui sait qu'il y a des places disponibles au moment où les gens cherchent des places? Bah tiens, c'est les gens qui quittent une place. Les gens qui quittent une place, bah, ils ont une place pour les gens qui cherchent une place. Alors, comme ils venaient de sortir 2 ans et demi de code dans une cave, et qu'ils sont plutôt bons, ils se sont dit, ouais, là, franchement, les gars, fait chier, quoi. On ne développe rien. Donc, ils ont été dans 2 rues à Mission Street. Mission Street, c'est l'un des pires quartiers pour se garer. Et notamment parce que c'était le quartier où eux vivaient et ils passaient plus de 45 minutes tous les soirs à chercher une place. Donc, ils savaient à quel point c'était emmerdant. Et ils se sont mis dans la rue avec leurs potes, avec des grands panneaux, achète place pour 5 $. Et à chaque fois qu'ils achetaient une place, ils notaient vite l'adresse sur un panneau et ils couraient dans tout le bloc, vend une place à telle adresse pour 5 $. Et donc les mecs venaient filer les 5 $ au type et ils reprenaient les 5 $. Et ils ont comme ça sur un quartier créé un marché de l'échange de places. Ça a été un carton total. Je crois qu'ils ont fait 100 $ en moins d'une demi-heure, ce qui dans l'histoire des revenus de leur boîte était exponentiel. Et à partir de là, ils se sont dit, ouais, cette app peut être intéressante, on va la lancer rue par rue, quartier par quartier. Et vous voyez comment ils ont fait le passage de 0 à 1. Maintenant, c'est un passage statistique, parce que maintenant, c'est un passage de 1 à n. Maintenant qu'ils maîtrisent le business plan, le problème et le point, bah, il faut bâtir une entreprise. Mais c'est plus une start-up, fondamentalement. Parce qu'ils ont vraiment, avec une expérience, résolu à peu près toutes les problématiques qui se posaient. Alors, il va y avoir d'autres problématiques. Là, ils viennent de le faire à Paris. Et ils ont vendu 5 € en 3 heures. Et donc, en fait, ils ont remarqué qu'en France, les gens préféraient tourner plutôt que payer. Donc, de toute évidence, ce n'est pas un marché pertinent. Ils repartent lancer ça à San Francisco. Mais vous voyez ce que c'est le passage de 0 à 1. Le passage de 0 à 1, c'est transformer quelque chose, un problème, les gens ont un problème pour trouver une place, en une expérience qui vous donne une certitude sur le fait qu'un mécanisme fonctionne. Et il n'y a pas besoin de coder, hein. Je leur ai dit de les poster parce qu'elles sont incroyables, mais il y a des vidéos d'eux qui courent dans la rue comme ça avec les panneaux pour essayer de choper les types. Et en plus, ils ont fait un truc génial, ils se sont pris en photo à chaque fois que quelqu'un trouvait une place avec le type, ils l'ont posté sur Twitter, et tout le monde venait se garer dans le quartier, juste parce que de toute évidence, il y avait des places, et donc après, ils ont créé un embouteillage, etc. Donc, donc il va falloir qu'ils ouvrent plus de rues. Mais vous voyez le point. Le point, c'est qu'il faut sortir du 0 à 1 le plus rapidement possible. Alors, dans ce passage de 0 à 1, il y a une autre question théorique fondamentale que vous devez absolument vous poser tout de suite. C'est votre rapport à la chance et votre rapport à la chance des autres. L'un des trucs les plus toxiques dans le monde de l'entrepreneuriat et qui fait qu'on lâche le plus, c'est l'envie. Il y a des gens qui réussissent par chance. C'est une réalité. Savoir où est la part de chance, où est la part de talent, c'est impossible. Par exemple, prenez ce lieu. C'est de la chance ou du talent? Impossible de savoir. De toute évidence, il y a eu du talent de la part des gens qui ont négocié
pour assurer un proprio, mais il y a quand même une partie de chance incroyable que ce lieu qui soit parfait pour nous et dans notre budget se libère une semaine avant qu'on commence à chercher. Donc vous voyez, il est impossible de distinguer la chance de l'effort. Et c'est un point sur lequel il faut absolument vous soigner, c'est le point de l'envie et à quel point dans ce milieu, et moi je le vois, hein, quand on ne réussit pas, on finit hyper amer. Parce qu'on voit des gens qui au même moment se sont lancés, qui ont fait des choses moins intelligentes, qui avaient l'air moins réfléchies, qui avaient l'air moins importantes, et qui font 100 fois plus de résultats. La dernière histoire en date, c'est quand j'ai eu 50 copains en mode psychodrame sur Facebook à cause de WhatsApp. J'ai vraiment WhatsApp. Je crois que dans la vallée, WhatsApp, après la mort de Steve Jobs, c'est le deuxième plus gros traumatisme de l'histoire. Vous avez tous ces types qui bossent 15 heures par jour à faire des trucs hyper importants, compliqués, machin, et ils apprennent que les abrutis qui font un logiciel de SMS qu'ils auraient pu coder en 2 semaines viennent de faire 19 milliards. Je vous dis pas l'ambiance. J'ai vu des groupes secrets sur Facebook dans la vallée de types qui faisaient des wine tasting depressing, où ils se réunissaient pour picoler ensemble et oublier. Là, c'est un de mes amis qui donc a organisé une soirée whisky entre potes pour se déprimer sur la futilité grandissante de la vallée et le fait que le monde occidental allait vers sa perte puisque Facebook avait acheté WhatsApp. Et un des types qui était au truc est venu la défoncer. Il lui a dit, mais mec, ça fait 5 ans que tu nous dis que tu fais ta passion, que c'est le truc le plus important dans ta vie, que tu n'as jamais été aussi heureux. Et il suffit qu'un type se fasse racheter 19 milliards pour que tu sois en colère. Donc il y a 2 explications. Soit ça fait 5 ans que tu nous mens, soit pendant 5 minutes, tu es un abruti. Et il avait raison. Et le type a posté le blog post, vraiment, c'est assez transparent, et il dit effectivement, ça m'a fait du bien qu'on me rappelle ça. Et oui, j'aurais jamais passé 5 ans à développer sur tous les terminals du monde un truc où des gens s'envoient des SMS. C'est pas un truc qui m'aurait plu. Et il est là le point. Le point, c'est que vous ne pouvez pas savoir si vous allez réussir par chance ou par talent. Et ça fonctionne dans les 2 sens. Il n'y a rien de plus insupportable que les gens qui ont réussi et qui n'attribuent ça qu'à leur travail et à leur mérite. On est dans un pays qui a une obsession nationale du mérite. Moi, ça fait 27 ans que j'essaye de comprendre ce que ça veut dire, mérite. J'ai toujours pas compris. Est-ce qu'on rentre dans une grande école par mérite? Est-ce qu'on fonde une boîte par mérite? Est-ce qu'on devient ministre par mérite? Est-ce qu'on devient quoi que ce soit artiste par mérite? Absolument pas. Est-ce que ça veut dire que les gens qui le deviennent n'ont pas beaucoup travaillé? Si. Mais des gens qui ont beaucoup travaillé et qui ne deviennent rien, il y en a plus. Donc fondamentalement, vous voyez, ce n'est pas une cause. C'est une corrélation. Est-ce que ça veut dire qu'on peut réussir sans travailler? Oui, c'est juste plus risqué. Forcément, travailler beaucoup, ça réduit le taux de risque. Est-ce qu'on arrive à le réduire vers 0? Non. C'est aussi ça le problème. Le problème, c'est qu'on peut travailler très 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 longtemps et jamais réussir. Par exemple, moi j'ai un frère aîné qui a un cas extraordinaire de malchance. Il y a 2 extrêmes dans la famille. Il y a moi et lui. Lui, c'est l'aîné, moi je suis le plus petit. C'est un type qui a un talent incroyable pour les affaires, mais incroyable. Je pense bien supérieur au mien par plein d'aspects. C'est quelqu'un qui a quitté l'école, il avait 12 ans, parce que son père était mort, on n'a pas le même père. Il avait 12 ans, il parle 16 langues couramment. De toute évidence, il y avait un certain nombre de trucs. Il n'a jamais eu de chance dans sa vie, mais c'est un truc fabuleux. Il fonde une première boîte en Afrique, il a 15 ans, à 18 ans, il devient multimillionnaire, Mobutu le vire du pays. Parce qu'il y a un Libanais qui a volé Mobutu, donc Mobutu exproprie tous les Libanais. Mais vous imaginez le truc? Vous avez 18 ans, vous êtes richissime, vous devenez super pauvre. Le type part au Paraguay, il refonde une boîte, c'est un carton plein. La semaine où il décide de prendre pour la première fois depuis 5 ans un risque avec un conteneur à la douane, il y a une grève des dockers. Non mais... il fait faillite pour la 2e fois. Il quitte le Paraguay, il va au Brésil. Il refait fortune pour la 3e fois. Il monte
une boîte de télécom dans 15 pays. Il la revend pour 25 millions. Il touche la plus-value, et là il apprend que les règles comptables sur les plus-values ont changé, et que c'est en cours, et rétroactivement sa plus-value est imposée 10 fois ce qu'elle aurait dû être, parce que c'est une année fiscale exceptionnelle pour le Brésil. Et il touche 10 fois moins que s'il avait juste attendu 12 mois. Non mais, franchement, j'en oublie plein. Est-ce que à 51 ans, est-ce qu'à 51 ans, il en a marre? Bah non, il refonde une boîte, là. Et je le trouve fascinant de ce point de vue-là. C'est incroyable. Mais le point est, est-ce que c'est de la chance ou est-ce que c'est des skills? C'est très dur. C'est impossible de faire la distinction. Donc, essayez de vous libérer dans la mesure du possible vis-à-vis des autres. Vous ne pouvez pas juger la réussite des autres. La réussite, c'est quelque chose de très personnel, c'est quelque chose de très intime, et on a tous notre propre définition de la réussite. C'est pas une histoire financière, c'est pas une histoire... c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des gens, ils gagnent plusieurs centaines de millions, ils sont malheureux. Il y a des gens, ils gagnent quelques millions, c'est les gens les plus heureux du monde. Donc, j'ai pas envie de faire un cours sur le bonheur, je sais même pas ce que ça veut dire, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que l'un des ralentissements les plus grands, et nous on le voit dans The Family, on le voit énormément, l'un des plus grands ralentissements des entrepreneurs, c'est la jalousie et le rapport colérique au monde. Dès que vous commencez à vous dire des choses du genre « c'est la faute de la France parce que c'est compliqué, c'est la faute de je sais pas qui parce qu'il ne m'a pas donné de l'argent, c'est la faute des investisseurs parce qu'ils n'ont rien compris à ce que je fais, c'est la faute de machin », même si c'est vrai, évidemment que des fois c'est la faute des autres, je ne suis pas en train de vous dire que ça n'est jamais le cas, mais même si c'est vrai, vous devez absolument l'ignorer si vous voulez pouvoir continuer à avancer. Parce que vous n'avez pas assez de place pour être en colère et faire une boîte à la fois. Il n'y a pas la place pour les deux. C'est soit l'un, soit l'autre. Et ça retombe à une raison théorique très importante, qui est le rapport au futur. Qui est que comme le futur est complètement imprédictible, comme vous ne savez jamais ce qui va se passer, de toute façon, espérer le meilleur, ça reste encore la chose la plus rationnelle à faire. C'est un autre point là-dessus. Imaginez le nombre de gens qui viennent me voir avec des projections financières qui se veulent réalistes. Et ils vous font des courbes ridicules en vous expliquant que dans 5 ans, ils vont gagner 2 ou 3 millions d'euros par an. Donc, c'est des gens qui viennent vous dire « Moi, je vais passer 5 ans de ma vie pour à la fin ne rien avoir et pouvoir me payer à peu près un salaire que je pourrais avoir aujourd'hui en allant prendre un job à peu près correct vu le diplôme que j'ai. » Et quand vous leur dites « Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui te prend de mettre des projections pareilles ?» Vous dites bah, « C'est pour être réaliste. » Mais c'est pas ça, le réalisme. Ça, c'est de la dépression, c'est pas du réalisme. Le réalisme, c'est de venir voir quelqu'un et dire « Je sais pas ce que ce sera dans 5 ans, mais je peux te dire que je vais faire tous les efforts du monde et mettre toute mon énergie pour que ce soit quelque chose d'incroyable. » Ça, c'est du réalisme. Parce que la vérité, c'est soit au bout de 2 ans, il n'y a plus rien, soit dans 5 ans, il y a quelque chose et ce sera quelque chose d'intéressant. Mais personne ne survit 5 ans, enfin, si, sous subvention, oui. Mais personne ne survit naturellement 5 ans et n'a pas quelque chose d'extraordinaire au bout de ces 5 ans. Les courbes, elles sont soit comme ça, soit comme ça. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a jamais de milieu. Et c'est ça la forme de réalisme par rapport à l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que fondamentalement, le futur est imprévisible. Et fondamentalement, pourquoi le futur est imprévisible? Parce que c'est ce que je vous expliquais lors du premier cours. Vous pouvez produire, si vous produisez des sociétés scalables, vous produirez des sociétés exponentielles. Allez, prenons un exemple en dehors de l'industrie numérique pour une fois. Prenons l'exemple de Subway. Qui connaît Subway? Non, c'était juste pour vous faire tous lever la main. Subway, c'est une histoire assez fascinante parce que c'est l'histoire d'une société qui repose sur une hypothèse cachée extrêmement forte et importante. Vous croyez que c'est des types qui ont eu l'idée de vendre des sandwichs? En fait, ce n'est pas du tout l'idée de gens qui ont voulu vendre des sandwichs, c'est l'idée de gens qui ont un certain rapport au marché immobilier. Souvent, les sociétés de fast-food sont des sociétés immobilières, mais je vous raconterai pourquoi. C'est des gens qui ont dit, c'est un truc assez incroyable, il existe un rapport linéaire entre la
taille du restaurant et le prix du bail pour avoir ce restaurant qui est différent du rapport linéaire qui existe entre sa surface. Je m'explique. Un appartement, plus il est grand, plus son prix en mètre carré baisse. Si les gens qui achetaient un appartement de 600 mètres carrés payaient le même prix au mètre carré que les gens qui achètent un appartement de 10 mètres carrés, ils paieraient sacrément cher. En fait, au mètre carré, en général, les gens qui achètent des appartements de 600 mètres carrés, ils payent 5 à 6 fois moins que les gens qui achètent 10 mètres carrés. Pourquoi? Parce que le marché des grands appartements est beaucoup plus petit que le marché des tout petits appartements où la demande, là, est super forte. Donc, quand la demande est super forte, le prix par mètre carré monte. Quand la demande est super faible, le prix par mètre carré baisse. Dans les restaurants, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir le remplir. Mais il y a un autre détail. C'est pas simplement parce qu'il faut le remplir. C'est quoi le cœur de value d'un restaurant? Qui a dit la cuisine? Quelqu'un a dit la cuisine? Ah non, j'ai rêvé. Mince. Ah, c'est lui là-bas. D'accord. Et oui, c'est la cuisine. La cuisine, c'est un coût fixe qui, quelle que soit la taille du restaurant, est plus ou moins optimisé. Pour une cuisine donnée, vous pouvez remplir plus ou moins de couverts. Donc vous essayez toujours de maximiser dans la taille d'un restaurant le rapport entre la taille de la cuisine et la taille du restaurant. Subway, regardez comment est fabriqué un Subway, il n'y a pas de cuisine. Elle est là, l'idée. L'idée de Subway, c'est de dire on va aller chercher tous les emplacements dans les villes qui sont adaptés pour la restauration, mais dont personne ne veut parce qu'ils ne sont pas rentables. Parce qu'on va y installer du take-away, et on va y installer du take-away où on va fusionner l'espace cuisine et l'espace salle. Puisqu'on va fusionner le service et la salle. Et en plus, on va faire ça sous forme de franchise, donc ça va scaler incroyablement bien. Subway, leur passage de 0 à 1, c'est un test à New York, où ils ont acheté avec un de leurs potes 10 000 $, un resto pour tester. Ça, c'est le passage de 0 à 1. Et ils ont dit à Spot, écoute, on a besoin de 10 000 $ pour acheter ce bail dont personne ne veut, et on va y installer un restaurant, alors que tout le monde dit que c'est impossible de faire un restaurant rentable dans un endroit pareil. Le mec a donné 10 000 $ et il a pris 25% de Subway, en échange de ces 10 000 $. 3 ans après, c'était introduit en bourse à 6 milliards de valeur. Je vous laisse calculer, ils n'ont jamais levé de fonds. Ils n'ont jamais levé de fonds après. C'est que de la croissance organique. Ils ont fait des levées de fonds. Ah oui, alors d'ailleurs, tiens, jouons un petit jeu. Si vous allez sur Internet, parce que je sens qu'il y a un malin qui va le faire, il va aller sur Internet et il va voir levée de fonds Subway et il va voir des chiffres mirobolants. Et il va me dire, mais non, tu vois, tu te trompes, ils ont levé des fonds. Ben non, en fait. Ils ont vendu leurs actions en chemin. Et comme ça ne se fait pas de dire qu'on vend ses actions en chemin, on appelle ça des levées de fonds. Mais la plupart du temps, quand vous entendez une start-up qui vous explique qu'elle a de l'argent, qu'elle gagne sa vie et qu'elle vient de lever 300 millions de $, comprenez qu'en fait, les fondateurs viennent de se mettre 300 millions de $ dans la poche. Et c'est pas une levée de fonds. Mais c'est quand même beaucoup mieux d'un point de vue de presse d'écrire levée de fonds que d'écrire vente sur les marchés secondaires. Fermons la parenthèse. Donc, la vérité, c'est que vous êtes face à des sociétés qui sont dans des croissances exponentielles. Elles ne sont pas dans des croissances linéaires. Soit elles ont la formule magique, et Subway a trouvé une formule magique, mais elle n'était pas évidente. Hein. D'ailleurs, c'est très très drôle parce que Subway a été chercher un ancien de chez McDonald's pour lui poser la question. Donc un expert hyper reconnu, et ils ont été le voir, ils ont dit « Ouais, on a trouvé ce lieu, on veut ouvrir un resto ». Le mec a regardé les caractéristiques du lieu et a dit « Ah non, c'est impossible de rentabiliser un lieu pareil ». Ouais, il y a des moments dans la vie quand on écoute des gens, ça... Vous imaginez le nombre de types qui ont eu cette idée et qui en fait ont écouté le type de McDo? L'oubliez pas. Hein. Alors que c'était juste, oui, il fallait avoir les 10 000 $ pour l'expérience. Effectivement, ils ont eu la chance d'avoir un copain qui était prêt à tester les 10 000 $. Ils ont été super vite. Aujourd'hui, il y a plus de restaurants Subway dans le monde que de McDonald's. Et ouais. Parce que c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus facile à ouvrir. Et malgré un chiffre d'affaires qui est à peine le tiers du chiffre d'affaires de McDonald's, ils ont plus de restaurants dans le monde que McDonald's. Mais faire un tiers du chiffre d'affaires de McDonald's en moins de 7 ans, je trouve ça dans le genre pas mal, quoi.
C'est pas mal comme courbe. Alors en fait, tout ça, j'ai trouvé une façon de l'expliquer assez simplement pour vous faire comprendre ce qu'est le bon rapport au futur vs le mauvais rapport au futur. C'est prophète vs visionnaire. C'est quoi fondamentalement la différence entre un prophète et un visionnaire? C'est qu'un prophète vous explique un futur qui n'est pas à l'horizon, qu'on ne peut pas voir. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui vous explique quelque chose qui est à portée de vision. Regardez Steve Jobs. Est-ce que Steve Jobs a déjà parlé du monde dans 30 ans, 50 ans, 100 ans? Absolument pas. Par contre, il a toujours introduit des sauts technologiques qui étaient dans le compréhensible. Et je pense qu'elle est là fondamentalement la différence. C'est qu'un visionnaire, c'est quelqu'un qui sait que le futur change tous les jours. Tous les jours, il y a des nouveaux éléments dans le monde et il y a des nouveaux éléments qui font que le futur a changé. Prenons un exemple. L'IMA dont je vous parlais. C'est dans le genre chance, talent, c'est toujours dur de savoir, bah là, ça se pose. L'IMA, quand ils étaient au camping et qu'ils racontaient leur idée aux gens, les gens, 1, étaient morts de rire. 2, ils disaient, mais je comprends pas, j'ai Dropbox. 3, ils disaient, mais t'imagines, si mon disque dur à la maison me se fait cambrioler, il crame, machin, qu'est-ce que je fais de mes données, blablabla, blablabla, blablabla. Au moment où ils ont lancé leur Kickstarter, il y a eu un événement imprévisible, un Black Swan, qui a eu lieu, qui est Edward Snowden. Edward Snowden a sorti tous les articles de la NSA sur comment la NSA regardait les disques durs, de Gmail, de Dropbox, de machin. Ils ont eu 5000 articles dans le monde sur l'IMA, la solution contre Prism. 1,2 million sur Kickstarter. Combien aurait fait le Kickstarter si Edward Snowden n'avait pas été là? C'est un événement imprévisible. Le talent, il n'est pas dans le fait qu'il y ait eu Edward Snowden. À moins que vous soyez capable de monter un complot à ce niveau-là, mais dans ce cas-là, vous ne faites pas l'image, je pense. Le talent, il n'est pas dans Edward Snowden. Le talent est de tout de suite avoir tilté le lien Edward Snowden-Lima et de l'avoir envoyé à tous les journalistes de la Terre. Il est là, le talent. Le talent, c'est de comprendre que le futur, il change tous les jours. Qu'il y a des éléments extérieurs qui ont une influence sur votre boîte, à la hausse comme à la baisse. Donc vous voyez, c'est toujours très ténu, c'est toujours inexplicable, et c'est toujours facile d'expliquer les succès rétrospectivement. Mais la pire chose que vous puissiez faire, c'est prendre les succès rétrospectivement et essayer d'en tirer des leçons pour l'avenir. Autrement que dans des réflexes de pensée et des patterns. Et ça, c'est le point le plus important. Vous devez absolument être drivé par vous-même. Vous ne devez pas faire quelque chose parce que c'est quelque chose qu'on doit faire. Alors, quand on est drivé par soi-même, forcément, on fait plein d'erreurs. Mais faire plein d'erreurs, c'est aussi comme ça qu'on en fait moins. Parce qu'à force d'en faire, on finit par développer de l'instinct. Et tous les gens qui ont de l'instinct, ou tous les gens qui ont un talent à quelque chose, sont des gens qui, un jour ou l'autre, se sont plantés fondamentalement. Par exemple, la fois où j'ai rencontré Bill Gates. Désolé les gars. Par exemple, la fois où j'ai rencontré Bill Gates, c'est l'une des pires fois de ma vie. C'était au tout début où je parlais pour l'une des premières fois de ma vie en public. J'étais invité à une conférence à Cannes qui n'existe plus, elle a fait faillite. C'est pour ça que tous les gens, pour chercher le nom de la conférence, ne l'ont pas trouvée. Et elle a fait faillite à cause de cette édition. C'est une année, j'étais invité à... C'est pas de ma faute, mais vous allez comprendre l'histoire. J'étais invité à Monaco, pardon, pas à Monaco, à Cannes. Et on me dit, voilà, c'est une conférence incroyable, tu parles juste avant Bill Gates dans la conférence, et il y a un dîner des speakers et on va te mettre à la table avec Bill Gates. Et donc, j'arrive à ce dîner des conférences, j'avais jamais parlé en public, et je suis arrivé sur scène et j'ai eu une panique énorme, énorme. J'ai commencé à bégayer, j'ai commencé à transpirer, j'ai commencé à être complètement bloqué, et ne pas pouvoir sortir 3 mots. Et là, il y a Bill Gates qui est venu me sauver et qui a pris le reste de la conférence. Et alors, pour la petite histoire, c'est l'année où à Nice, il y a eu une grève des étudiants à l'aéroport. Et 90, je ne sais pas si c'était pour le CPE,
Non, pas le CPE, c'était pour je sais plus quoi. Mais il y avait une grève des lycéens, c'est pas le CPE, c'était après. Et, et donc 90% des gens qui étaient invités à la conférence n'ont pas pu atterrir à Nice la veille. Et donc la salle était de toute façon vide. Il devait juste avoir. Et la première phrase de Bill Gates sur scène, ça a été de dire « Ouais, moi j'ai pas eu de problème pour venir, je suis venu en yacht. » Je me suis dit quand même, la vie a l'air cool. Et donc voilà, voilà pour ma rencontre avec Bill Gates, et j'ai eu la chance la veille de dîner avec lui au dîner des speakers. Donc vous voyez, aujourd'hui tout le monde pense que j'ai toujours parlé en public, que j'ai toujours fait ça, que j'ai toujours aimé ça, alors que c'est quelque chose que je détestais profondément. Profondément. C'est Alice qui m'a transformé en produit vivant. Et parce qu'Alice m'a pas laissé choix, elle m'a dit non, mais tu cherches pas, on met une caméra. Parce qu'au début, quand elle m'a dit on va filmer les workshops et les mettre en ligne, vous savez que je n'ai jamais regardé un de mes workshops. Allez, je vous fais la confession. Jamais, je ne peux pas, c'est impossible. Je serais terrorisé de voir mes tics, etc. Mais alors maintenant que vous me les avez dit, je vous déteste. mais vous voyez, il y a plein de moments dans la vie où on sort de sa zone de confort et on finit par acquérir des choses. Il n'y a rien d'impossible. L'un des points fondamentaux, c'est de vous dire, mais qu'est-ce que l'État peut faire? Pourquoi le futur devrait être construit par des entrepreneurs? Pourquoi c'est à vous de construire l'innovation? Pourquoi c'est à vous d'être les porteurs de ça et qu'il n'y a pas des organismes bien plus puissants et bien plus larges qui le font? Premier, c'est les gouvernements. Moi, je suis persuadé d'une chose, c'est qu'entrepreneurship is the new politics. Je pense que fondamentalement, quelqu'un me l'a dit là-bas au fond, mais je pense que c'est vrai, je pense que fondamentalement, c'est plus facile de créer une nouvelle offre d'éducation privée qu'en étant ministre de l'Éducation. Et je pense que tous les gens qui veulent développer des nouvelles offres d'éducation et dont le premier réflexe est d'aller voir le ministre de l'Éducation, ils n'ont rien compris à ce qui se passait. Je pense que toute personne qui de près ou de loin cherche l'aide de l'État pour innover n'a rien compris. Pourquoi? Parce que structurellement, le rôle de l'État n'est pas d'innover mais de préserver. Et que la seule façon pour qu'un État innove, c'est que la révolution a déjà eu lieu. On n'arrête pas de se plaindre que les États sont en retard, que les États soient lents, que les États ne soient pas efficaces, etc. Moi, je remercie le ciel que ce soit le cas. Vous imaginez un timbré dans notre genre qui serait à la tête de l'État et qui, toutes les semaines, expérimente des trucs en AB pour voir si ça marche ou pas? Non, mais vous rendez compte de ce que la plupart... Beaucoup de gens disent, oui, il faut mettre un entrepreneur à la tête de l'État. Et puis quoi encore? Non, mais sérieusement, vous imaginez le type, alors moi je vais prendre une classe d'élèves, toi tu seras le groupe A, puis on va prendre les autres élèves au B, puis vous on va vous donner telle éducation, puis vous telle éducation, puis on verra dans 5 ans laquelle marche le mieux, et après on généralisera. Eh bien non, on ne peut pas faire ça. Pourquoi un entrepreneur peut faire ça? Parce que quand il le fait, lui, il ne le fait pas sur des classes d'élèves à travers le pays. Il le fait sur les 20 parents assez cinglés pour accepter de donner leur gosse en expérimentation dans une nouvelle approche d'éducation. Et par définition, si les parents sont déjà suffisamment ouverts d'esprit pour faire ça, c'est qu'ils peuvent à peu près rattraper si ça ne marche pas bien. Et c'est peut-être pas plus mal que ce soit les gens les plus informés qui aillent vers le plus d'expérimentation. Et donc c'est pas plus mal que ça vienne du secteur privé plutôt que du secteur public. Alors pourquoi le secteur public est obsédé par cette idée qu'il faut adopter ces méthodes, il faut réfléchir comme ça, il faut créer des startups? J'en sais rien moi. Et je sais pas, à mon avis, c'est une fascination qui est simplement produite d'un complexe, qui est le complexe de ne pas être efficace. Mais je pense pas que, opinion très personnelle, mais je pense pas que le rôle d'un État soit d'être efficace. Je pense que le rôle d'un État, c'est de préserver à peu près la cohésion et de faire en sorte que tout le monde soit à peu près libre de pouvoir tester ce qu'il veut tant qu'il ne va pas casser les pieds des autres. Et que quand on le voit sous ce prisme-là, finalement, on vit dans un pays qui n'est pas si mal que ça. Vous imaginez ce que c'est faire des affaires en Russie ou en Chine? Imaginez-vous, vous êtes un matin, vous levez, là, le Black Swan, c'est le général du coin. C'est plus Google ou une tempête. C'est carrément n'importe qui ayant du pouvoir dans la hiérarchie. C'est
c'est affreux comme environnement pour faire des affaires. À moins d'être vraiment un très très fin politicien et de ne plus être entrepreneur. Mais si vous êtes juste entrepreneur, vous êtes mal barré. Donc l'innovation dans le futur sera donc privée. Alors, si on se dit elle est privée, ce qu'on peut opposer, c'est pas les startups qui vont innover, c'est les grands groupes. Et d'ailleurs, vous le voyez dans la presse, les grands groupes essaient d'innover, ils font des trucs, ils font des actions, ils font des speed dating avec les startups, ils font des labs, ils font des incubateurs, ils font des corporate funds, ils font tout ça. Et puis il n'y a jamais rien qu'en est jamais sorti. Citez-moi une innovation portée par un grand groupe un jour. Bon, on va arrêter là, il n'y en a pas, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'un grand groupe, c'est comme un État. Le but du jeu, c'est de préserver une rente. Et je trouve toujours marrant les gens qui disent « Ah ouais, mais vous devriez risquer des trucs. » Mais enfin, par exemple, un jour, Christophe de Marjorie m'a expliqué, PDG de Total, que j'étais mignon avec mes histoires d'innovation, mais que son bénéfice annuel à lui était supérieur au chiffre d'affaires de L'Oréal et Rhône Poulenc réunis. Je dis oui, effectivement, vu comme ça, c'est oui, vous avez raison, continuez à faire la même chose. Et oui, effectivement, la chose la plus rationnelle quand vous êtes PDG de Total, c'est de maintenir votre emprise et votre empire. Et il n'y a rien d'autre de rationnel à faire. Pourquoi vous allez mettre à risque votre argent pour de l'innovation ou je ne sais pas quoi? Et de toute façon, il se dit au pire, s'il y a vraiment un élément vraiment qui change la donne dans l'énergie, bah soit on le rachètera, soit on le passera par la fenêtre, au sens figuré du terme. Et voilà, et puis le monde continue d'avancer. Donc forcément, fondamentalement, c'est le rôle des startups. Et j'aimerais vous expliquer pourquoi il y a un lien direct entre la création du futur et la création d'une startup. C'est parce que par définition, une startup est fragile. Vous pensez tous que la fragilité d'une startup, c'est ce que vous devez cacher et c'est ce que vous ne devez pas entretenir. Pourtant, c'est votre plus grande force. Pourquoi? Parce que quand quelque chose est fragile, on n'a rien à perdre. Quand on est une startup, on est dans une structure mentale très particulière qui est qu'on peut se tromper 1 million de fois, il suffit d'avoir raison une fois pour ne plus être une startup. Et une fois qu'on a eu raison une fois, on est dans le raisonnement inverse, qui est qu'il faut avoir raison tout le temps et tort le moins de fois possible. Parce que sinon, on perd ce qu'on a gagné. Vous voyez ce qu'est une grande entreprise? Une grande entreprise, c'est quelque chose qui a tout à perdre. Une start-up, c'est une institution sociale qui a tout à gagner. Et c'est pour ça que les start-up sont tellement dangereuses pour les entreprises. Parce que fondamentalement, une entreprise, elle a tout à perdre. Alors qu'une start-up, rien. Je veux dire, moi, j'ai souvent ces discussions sur la marque, le législatif, le machin, je sais pas quoi. La vérité, c'est qu'il n'y a rien à perdre. Regardez TV Showtime. Je ne sais pas si vous connaissez TV Showtime. Mais TV Showtime est en train de permettre à n'importe qui de streamer illégalement des films sur leur plateforme. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Ils n'ont rien à perdre. Au pire, ils auront juste perdu de l'argent que les investisseurs ont mis chez eux. C'est même pas le leur. Et désolé d'être aussi dur, mais pourquoi c'est cette attitude mentale que vous devez avoir vis-à-vis de l'argent de vos investisseurs? Parce que c'est cette attitude mentale que vous devez avoir puisqu'ils ont pris une part chez vous. Les gens qui vous ont donné de l'argent, ils ne vous l'ont pas donné gratuitement. Tous ces entrepreneurs qui sont dans une politique de se dire « Ah, il faut que je fasse attention, il y a des gens qui ont investi chez moi, machin. » Non mais attendez, si vous ratez, ils n'ont rien, mais si vous gagnez, ils ont beaucoup. C'est pour ça que plutôt que passer 100 ans à négocier les valos et à vouloir faire monter prix, soyez plus light là-dessus et soyez plus dans le risque. Est-ce que tu as le même raisonnement avec le love money? Et je dis encore plus. Si le love money, il y a le mot love dedans, c'est pas pour rien. Si les gens qui vous donnent du love money, ils vous en veulent de le perdre, ils vous ont juste prouvé qu'ils vous aimaient pas. Et c'est bien, passez à autre chose dans votre vie. Enfin, de toute évidence, il y a des gens qui vous aiment pas. Et après, par contre, la pire chose à faire, c'est de prendre du love money à des gens en leur disant que c'est sûr. Ça c'est une autre responsabilité. Tous les gens qui ont investi dans The Family, on leur dit toujours que leur argent est perdu.
On les regarde dans les yeux, on leur dit « Ton argent est perdu, t'es sûr que tu veux mettre ?» T'es sûr, hein? Et il n'y a plus de complexe après. Si on doit remettre 10 fois à risque The Family pour changer 10 fois de taille, on le fera. Il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Le seul enjeu, il est ailleurs. L'enjeu, c'est de sortir de ce 0 à 1 le plus rapidement possible et faire des choses fondamentales. Si prendre de l'argent te ralentit, au lieu de t'accélérer, ne le prends pas. Et moi, je comprends, par exemple, ma famille a voulu investir dans The Family, j'ai crié des grands dieux et je leur ai dit non. Parce que je sais très bien que c'est parce qu'ils espèrent avoir un retour. Je leur ai dit, mais vous inquiétez pas, je vous filerai mon argent, je m'en fous de toute façon de mon argent. C'est ma famille. C'est pas... Donc surtout, ne prenez pas de l'argent de cette façon. Essayez de ne prendre que de l'argent qui vous donne des ailes, comme Red Bull. Ne prenez pas de l'argent qui vous ralentit, ne prenez pas de l'argent qui vous pèse, ne prenez pas de l'argent qui vous empêche de rester un entrepreneur. Et tout investisseur qui a le malheur de vous dire, alors ça c'est un truc, moi je l'entends très souvent, si des gens viennent vous voir et vous disent oui c'est nous qui avons mis de l'argent, c'est nous qui prenons des risques, vous leur rappelez qu'effectivement c'est le cas et que c'est pour ça qu'ils ont une part du capital et pas un taux d'intérêt. Il ne faut quand même pas oublier pourquoi les choses ont été créées. Si les gens ne prenaient pas de risques, on leur paierait un taux d'intérêt. Et on leur rendrait l'argent et on récupérait notre liberté. S'ils prennent une part du capital, c'est parce que fondamentalement, ils ont un rendement qui est bien supérieur au rendement légitime qu'ils auraient dû avoir pour leur travail. Parce qu'une autre des grandes blagues, c'est quand les investisseurs vous disent « je vais être à tes côtés, je vais travailler avec toi, je vais t'aider ». Moi, chaque fois qu'un type me dit ça, je lui dis « c'est quand la dernière fois que tu étais avec un entrepreneur à 8h du matin au bureau ?» Aucun investisseur censé sur Terre ne prend rendez-vous avant 10h, les mecs dorment, enfin, faut pas croire. Ils ont une vie infiniment plus agréable que vous. D'ailleurs, c'est pour ça que j'adore notre investisseur Index. Une fois, Index, il me disait, on était en train de dîner ensemble, je lui dis « alors, c'est pas trop dur quand même, vous venez de faire un pari énorme sur la boîte, etc. » Il me dit « tu sais, on a un bon salaire, on dort bien, c'est quand même beaucoup plus agréable que d'être de l'autre côté. Hein. Au pire, bon, ils perdent de l'argent, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? S'ils gagnent, on va tellement gagner et en n'ayant rien fait. » Et là, je me suis dit, c'est vraiment le meilleur investisseur d'Europe. C'est une honnêteté intellectuelle incroyable. Tous ces gens qui viennent vous expliquer que le succès des boîtes est grâce à eux alors qu'ils ne travaillent pas dedans, c'est illégitime. Alors justement, parlons de ces histoires de risques. Le risque dans tout ça, c'est que finalement, vous prenez très 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 peu de risques. Le seul risque réel qu'un entrepreneur de nos jours prend, c'est celui de perdre son temps. Qui est un risque amer, mais qui n'est pas un risque terrible. Alors, modulo, mine de rien, le fait que certains d'entre vous ont une famille, certains d'entre vous ont une perte financière non négligeable. Mais la perte financière, il ne faut pas le voir comme un risque. Je m'explique. Quand vous démarrez, vous devez vous donner un laps de temps. Vous devez vous dire, pendant les 12 prochains mois, les 18 prochains mois, les 24 prochains mois, les 36 prochains mois, il n'y a pas de bon laps de temps. Par exemple, quand on a fondé The Family, Alice, Nicolas et moi, on s'est mis à une table et on a dit, si dans 6 mois, on n'a pas atteint tel et tel objectif, on arrête. Et d'ailleurs, c'est pire qu'on arrête. Moi, je dis, je retourne faire du consulting vachement bien payé. Ça m'emmerde tellement de plus être payé. Donc, je veux bien, j'investis 6 mois. Si dans 6 mois, on a atteint nos milestones, c'est génial. Et donc, on avait un tic-tac de 6 mois contre la mort pour passer une milestone. On l'a passé en 4 semaines. Coup de chance. Donc, au bout de 4 semaines, on s'est dit, OK, on se donne jusqu'au fin décembre. Et maintenant, fin décembre, on aura atteint tel milestone. On l'a atteint en septembre. Est-ce que là, on a arrêté de raisonner comme ça? Non, pas du tout. On a dit, on se donne jusqu'en février. Alors là, on l'a passé avec une semaine de retard, la milestone. On l'a passé. Et maintenant, on se dit, on se donne jusqu'à là, maintenant, on se dit, on se donne 2 ans. Et vous voyez la façon de raisonner? La façon de raisonner, c'est que vous ne pouvez pas vous lancer dans un projet en espérant qu'il réussisse. Si vous vous dites,
Je prends un risque financier de X, avec comme espoir que ça va me rapporter Y dans 18 mois et que ça va rembourser X, vous faites le mauvais investissement. C'est pas comme ça qu'on investit. La façon qu'on investit, c'est la suivante. C'est vous dites, je perds X, perdu. C'est peut-être 6 mois de vie, 10 mois de vie, 15 mois de vie, 24 mois de vie. Vous êtes plus ou moins riche et vous êtes plus ou moins inégalitaire sur ces sujets-là. Mais vous vous dites, je les perds, et entre-temps, vous gagnez quelque chose dans ce laps de temps, et si vous estimez que ce que vous avez gagné est supérieur à la perte, alors vous continuez. Par exemple, pourquoi moi j'avais dit 6 mois? Parce que je me suis dit que la valeur financière de ne pas avoir de salaire pendant 6 mois et de ne pas gagner des consulting fees honteux pendant 6 mois serait compensée par le fait d'avoir bâti une organisation qui avait atteint telle métrique. Et que si ça me coûtait juste ça, si aujourd'hui je pouvais payer en me disant je paye cette somme et j'ai tout de suite ce résultat-là, ben je l'aurais fait. Et c'est comme ça que j'ai défini les 6 mois. Et 7, ça me paraissait trop cher. Et vous voyez comment avoir un rapport au risque sain. On n'arrête pas de raconter que c'est la prise de risque, le fondement de l'entrepreneuriat, que les mecs, ils ont été all-in, que je sais pas quoi. Puis à chaque fois que vous rencontrez un type, vous rencontrez que les types, en fait, sont hyper rationnels, hyper averses au risque, mais qui sont capables, à des moments donnés, de faire all-in sur des choses hyper précises. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, je suis prêt à perdre à ce moment-là. Ils ne se disent pas, il faut absolument que je gagne. Donc vous voyez, c'est un rapport très différent au risque. Les entrepreneurs ne prennent pas de risques financiers, c'est absurde. On n'est plus au 19e siècle. On n'est plus au temps de Balzac où on mettait sa maison en gage et le type venait nous prendre tous nos biens sur 10 générations. Ça n'existe plus, ça. Aujourd'hui, le seul risque qu'on prend, c'est un risque de temps et un risque d'absence de gain. Donc évaluez cette absence de gain pour ne pas vous mettre... Et notamment, faites attention avec vos carrières. Ça va vous paraître étonnant ce que je vais dire là. Vous allez vous dire, mais putain, en fait, il est très très tradi, en fait, ce garçon. Mais je vais vous dire quelque chose. Vos carrières, si vous rentrez dans le chemin entrepreneurial, elles sont à risque. Ce n'est pas neutre en France que de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, il y a des moments assez clés pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a moins de 25 ans. Parce qu'à moins de 25 ans, si vous vous lancez, personne ne le saura que vous vous êtes lancé s'il y a un problème. Commencer sa carrière à 23, 24, 25 ou 26 ans, ça ne change pas grand-chose. C'est comme faire un tour du monde. Personne n'a eu sa carrière mise en danger parce qu'il a pris un an sabbatique à cet âge-là. Deuxième moment, c'est juste avant la conquête de la hiérarchie, entre 30 et 35 ans. 35-40 ans, c'est terrible. Faut savoir que 80% de la fortune des gens est bâtie entre leur 36e année et leur 45e année. C'est le décile de construction d'argent dans une carrière. Parce qu'en général, c'est le moment où on commence à vous proposer des postes où vous avez des taux d'épargne élevés. Réfléchissez-y à 10 fois avant de mettre ça à risque, sous prétexte de vous lancer pour quelque chose. Je ne suis pas en train de dire de ne pas le faire, je suis juste en train de vous dire, calculez le coût et dites-vous, est-ce que ce coût-là que je suis en train de mettre sur la table, si c'était quelqu'un d'extérieur qui venait et qui me proposait ce projet, est-ce que je serais prêt à l'acheter à ce prix-là? Parce que souvent, vous vous dites, ah bah ça me coûte rien, je touche le chômage pendant 18 mois et je le fais pendant 18 mois. Sauf quelle est la probabilité que dans 18 mois, vous retrouviez du travail après un échec? Elle est plus ou moins élevée. C'est pour ça qu'il y a deux façons d'être entrepreneur. Soit vous faites un choix fondamental qui est de vous dire, je me bâtis une carrière d'entrepreneur. Et une carrière d'entrepreneur, ça veut dire qu'on se bâtit un CV d'entrepreneur. Ça veut dire que ce qui compte, ce n'est pas de réussir sa boîte ou pas. Ce qui compte, c'est d'être glorieux.
Ipios est le pire four du monde, c'est une boîte que j'ai créée, cata astronomique et fondamentale. Mais personne ne connaît pas Ipios dans le milieu. Même encore aujourd'hui, là, il y avait un cours à l'INSEAD la semaine dernière en MBA. Ils ont pris un case d'entreprise, j'étais mort de rire, comme un succès de la décennie en Not Open Innovation. Ils ont pris Ipios, c'est con. Et j'ai un copain qui m'a envoyé la photo, mort de rire. Je vais quand même écrire au prof pour lui dire qu'il apprend des sacrées conneries à ses élèves. C'est le master entrepreneuriat de l'INSEAD, 27 000 $. Putain. Et il y a une photo de moi dans son cours sur regardez le modèle, quoi. Je peux vous dire un truc, mon expérience Ipios, c'est pas un modèle d'entrepreneuriat. Pour plein de raisons. Donc la chose qu'il faut retenir avec ça, c'est que faire un investissement entrepreneurial, c'est prendre un risque, mais que ça ne doit pas être un risque financier. Vous devez le passer, c'est un peu comme s'offrir des vacances. Pas un risque financier de s'offrir des vacances. Vous vous offrez des vacances plus ou moins chères. Imaginons qu'on vous dise, vous avez 100% de votre épargne, là, elle est de X, et on vous dise, pour le montant X, je te garantis des vacances extraordinaires, incroyables. Et bien, la pire chose qui puisse arriver, c'est que vous payez X croyant que les vacances sont géniales, et que vous finissiez dans un boui-boui pourri, parce que vous vous êtes fait arnaquer. Et bien c'est ça, faire une mauvaise boîte. C'est signer pour un truc qui devait être une aventure incroyable, et sous prétexte qu'on a eu peur de rater, sous prétexte qu'on a eu peur de ne pas faire les choses, machin, en plus on a payé des vacances, mais c'est dans un boui-boui pourri parce qu'on s'est menti à soi-même, on n'a pas été vérifier les avis sur Expedia, on n'a pas fait un peu de recherche sur Google, etc. Ben, c'est la même chose. Si vous partez en vacances et que vous mettez toute votre épargne dedans, vous faites en sorte que ce soit des vacances inoubliables. Alors oui, vous aurez perdu l'argent, mais vous aurez gagné plein de choses. Et comment on fait pour que être entrepreneur ne soit pas un risque de carrière? Ben, tout simplement en faisant en sorte de le faire avec suffisamment d'ambition pour que les gens qui vous réembauchent derrière veulent absolument vous avoir juste parce qu'un jour, vous allez tenter de faire ça. Et que ça vaille quelque chose. Je pense que si les gens qui savent qu'Ipios a vraiment raté sont tellement fascinés, c'est parce qu'ils se disent c'est pas possible qu'un type un jour ait cru qu'un truc pareil pouvait marcher. Et je pense que ça impressionne beaucoup de gens légitimement. Alors, la vérité, c'est que j'étais relativement ignorant et que j'avais pas compris comment fonctionnait le monde. Mais c'est pas mal comme force, l'ignorance. Vous pouvez être porté. Mais surtout, soyez pas ralentis par de mauvaises raisons. J'ai trouvé ce petit texte, alors moi j'ai pas mis de qui il était, ah oui en plus le texte n'est pas en entier, mais il explique un truc qui est assez amusant, c'est que le Alpha Server 8400, qui était l'ordinateur que Google avait dû acheter pour faire tourner la première version de Google, et qui leur avait coûté $1 million. Oui c'est ça, $1 million. Et à l'équivalent de puissance d'un iPad mini. Vous voyez ce qui a fondamentalement changé dans le monde. Et un iPhone 5S est plus puissant aujourd'hui que le Cray Supercomputer. Et le Cray Supercomputer, c'est un ordinateur qui a été interdit d'être vendu à l'export par les États-Unis parce qu'il était suffisamment puissant pour faire une simulation nucléaire. Et donc, ils avaient peur que des pays malfaisants l'achètent pour mettre au point une bombe atomique. Donc ça veut dire que là, si on met en réseau tous nos iPhone 5S, on peut chacun construire une bombe atomique. Donc vous voyez, il n'y a plus d'excuses à avoir sur le fait que le monde a déjà changé. En termes de technologie, le monde n'est pas en train de changer, le monde a déjà changé. Alors, dernier point, si le futur est quelque chose d'imprédictible, si le futur la construction du futur ne repose que sur votre volonté personnelle et ne repose que sur le fait que fondamentalement vous arriviez à tenir le choc de l'incertitude, que vous arriviez à tenir suffisamment longtemps et suffisamment fort pour croire quelque chose qui n'est pas encore réel va devenir réel. Il y a quelque chose qui peut vous aider là-dedans, c'est le secret. Alors attention, le secret, ce n'est pas le fait d'en parler à personne.
Le secret, c'est quoi? C'est de construire la conviction profonde que vous savez quelque chose pour sûr que personne d'autre ne comprend. Et si vous arrivez à développer un argumentaire de ce genre-là, pour votre équipe, pour vous, pour les gens qui vous entourent, vous allez réussir à faire quelque chose sur le très long terme. Par exemple, Twitter. Twitter, c'est une entreprise qui pendant très longtemps n'a pas fonctionné. Je ne sais pas si vous le savez, mais Twitter a été l'une des pires catas du monde du venture de la vallée, puisque les gens à l'extérieur de Twitter, ça a été une presse darling, donc les gens des relations presse faisaient vachement bien leur travail. Mais par contre, les gens à l'intérieur de Twitter étaient super inquiets sur le fait que Twitter vaille quelque chose ou pas. Mais vraiment inquiets. Et d'ailleurs, pour vous donner une petite astuce pour apprendre à lire la presse entre les lignes, quand vous voyez une start-up qui a moins de 5 ans et qui change 3 fois et demi de PDG, je dis et demi parce qu'il y en a un qui est revenu à moitié, quand on change 3 fois et demi de PDG en moins de 5 ans et qu'on est une start-up, c'est qu'il y a un problème. C'est pas que les choses aillent bien. Alors ils ont raconté une histoire géniale pour la presse. Le premier PDG, c'est celui qui a amené la boîte de l'idée jusqu'au produit. Le deuxième PDG, il a amené le produit jusqu'au marché. Le troisième, il a amené du marché jusqu'à la croissance. Puis après, on a fait revenir le premier parce qu'il fallait retravailler sur le produit. Il y a vraiment que des journalistes pour croire des trucs pareils. Enfin, toute personne à l'intérieur savait qu'il y avait un problème. Et c'est à l'introduction en bourse qu'on a appris quel était le secret de Twitter. Le secret de Twitter, c'est que la courbe, je vais la dessiner comme ça, la courbe des inscrits sur Twitter faisait un truc dans ce genre-là. Une très belle exponentielle. Magnifique. D'ailleurs, avant Pinterest, la plus belle exponentielle jamais constatée dans l'histoire du web, puisque Twitter est le taux de viralité le plus important. C'est la boîte qui a mis le moins de temps dans l'histoire à atteindre les 100 millions d'inscrits, avant que Pinterest existe. Donc vous avez une boîte comme ça. Et le nombre d'utilisateurs actifs faisait ça. C'était une ligne. Alors, pas tout à fait une ligne, mais une ligne. Pourquoi? Parce que Twitter perdait 98% des gens qui s'inscrivaient parce qu'ils ne comprenaient pas à quoi ça servait. Et pendant des années. Jusqu'à un jour où, pour la petite anecdote, il y a un ingénieur chez Twitter qui a eu un moment eureka. Il s'est dit, tiens, on va isoler le groupe des gens qui sont intéressants, parce qu'ils utilisent Twitter, et on va les analyser un par un. Et il s'est rendu compte d'un truc assez magique, c'est que personne dans ses utilisateurs actifs ne tweetait. Alors là, ça a été une révolution chez Twitter. Twitter a découvert que le but du monde de Twitter n'était pas de faire tweeter la planète entière, mais de mettre à disposition de la planète entière les meilleurs tweets. Et d'ailleurs, si vous regardez le design de la nouvelle version de Twitter, le fait de tweeter est relativement caché. Alors que le fait de follower des gens, lui, est en avant, etc. Et donc, ils ont pu s'introduire en bourse, puisqu'ils ont, en moins de 2 ans, gagné, je crois, plus de 50% des utilisateurs actifs journalièrement. Et ils ont rattrapé, ils ont fait de la nécromancie, puisqu'ils ont pris le cimetière des gens inactifs, et ils les ont ressuscités. Et en fait, la question, c'est comment vous faites pour tenir 7 ans avec une situation aussi catastrophique? Et bien, c'est parce que Twitter avait un secret, c'est que Twitter croyait fondamentalement dans sa mission d'amener l'information en temps réel aux gens, et que l'avenir de l'information était le temps réel. Ils ne savaient pas comment, ils ne savaient pas où, ils ne savaient pas pourquoi, mais fondamentalement, ils étaient persuadés, mais quand je dis persuadés, c'était une religion. À tel point que tous les gens qui allaient chez Twitter ressortaient en se disant « mais ces types sont… Moi j'ai rencontré l'ingénieur qui a trouvé le truc là chez Twitter, il s'appelle John Adams, comme le célèbre président des États-Unis. C'était légendaire qu'un type avec un nom pareil trouve la solution pour Twitter. Ils lui ont quand même donné 76 millions de dollars pour cette découverte. C'est pour vous dire l'importance qu'ils accordent au fait que les utilisateurs soient actifs. Et John Adams, à l'époque où je l'avais rencontré, j'avais passé 2 heures avec lui Twitter, c'était 2 ans et demi avant qu'il découvre. Et le mec me racontait Twitter va changer le monde. Et moi j'étais là, mais mec, c'est 140 caractères. Mais de quoi tu me parles? Il dit ouais, mais un jour tout le monde tweetera.
ouais, non, je pense pas. Mais si, un jour tout le monde tweetera. Ben non. Mais bon, si tout le monde tweete pas, de toute façon, on tweetera. Bon, d'accord. Et j'en suis ressorti avec une idée super bizarre sur Twitter. D'ailleurs, vous avez qu'à voir à quel point je suis actif sur Twitter en termes de tweets. Ça vous donnera mon goût du produit, quoi. Mais en fait, parce qu'ils ont compris que leur valeur est ailleurs. Et maintenant, d'ailleurs, Twitter, la solution toute bête qu'ils ont, c'est qu'ils ont une équipe de 30 personnes dont le seul boulot est d'aller rencontrer les gens les plus stylés du monde, Barack Obama, Kanye West, je sais pas qui, et de leur expliquer comment Twitter marche, de les aider à tweeter, et ça s'appelle VIP Writer à Twitter, et de faire en sorte que les 1% de gens les plus intéressants du monde tweetent pour les 99% des gens qui lisent. Et c'est pas mal en fait comme résolution de problème. Vous voyez qu'il n'y avait pas besoin de se poser des questions. Il fallait scaler la lecture, pas scaler l'écriture. Donc c'est ça que je veux dire par un secret. Un secret, c'est développer quelque chose qu'on sait être vrai, et on le sait en avance pour une raison inconnue, et c'est indestructible. C'est-à-dire que personne n'a de doute dans l'équipe. Personne chez Twitter n'a jamais flanché. Enfin, quand je dis personne, c'est statistiquement parlant, il y a peut-être 10% des gens qui ont flanché et qui ont démissionné. Mais le corps solide des gens qui étaient là était incroyablement dans cette logique-là. Alors, je vais finir très rapidement, je suis un petit peu en retard. Les grandes tendances du futur qui sont en train d'être créées au présent, et si ça peut vous inspirer des idées, ce serait génial. La première, c'est le Bitcoin. Alors, là, question sérieuse, sérieusement, qui connaît le Bitcoin? Ok. Qui saurait m'expliquer le protocole Bitcoin? Ok. Ben là, vous voyez, vous avez le futur en cours de construction. On est tous en train d'entendre parler d'un truc, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Même les gens qui le fabriquent ont des doutes fondamentaux sur ce que c'est. Il y a des gens qui disent que c'est une monnaie, il y a des gens qui disent que c'est une valeur de réserve, il y a des gens qui disent que ce qui est important, c'est le protocole. Il y a des gens qui disent que je ne sais pas quoi, que le Bitcoin, c'est une invention des aliens serpents qui veulent contrôler le monde. Mais tout ça, en fait, montre qu'il se passe quelque chose. On ne sait pas quoi, mais les gens qui sont dans cette industrie ont un secret. Ils sont persuadés de choses que nous, on ne comprend pas. Par exemple, l'un des secrets fondamentaux de la plupart des gens qui fondent des boîtes dans les bitcoins actuellement est que l'État est une forme sociale qui va disparaître. Forcément. Si vous pensez que le bitcoin est la monnaie du futur, c'est que vous pensez que l'État est une forme sociale qui va devenir de plus en plus faible et qui donc va finir par perdre cette mission fondamentale qui était l'émission et la production de monnaie. C'est fort comme secret. C'est un fondement politique, parce que c'est très libertarien. Il y a 60 ans de théorie derrière cette idée. C'est Robert Nozick, c'est les anarchistes, c'est les libertaires. Et tout ça est incarné dans un protocole et une techno à un instant T. Alors je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, vous avez tous levé la main. Mais regardez, explorez le Bitcoin, parce qu'il y a forcément des choses qui vont se faire. Et d'ailleurs, entre nous, aujourd'hui, moi, si je devais fonder une boîte dans le Bitcoin, je ne fonderais pas une boîte dans le Bitcoin. Je trouverais quelqu'un qui est en train de fonder une boîte dans le Bitcoin et je l'aiderais. Et je me mettrais en quête d'un geek extraordinaire qui, de toute évidence, ne comprend pas autre chose que le protocole et j'essaierais de lui apporter autre chose et une complémentarité. Ne croyez pas qu'il y a besoin d'avoir les idées pour devenir incroyable. Être le numéro 2 d'une boîte à très très grand succès, c'est vachement mieux que être numéro 1 d'un truc dont personne n'a jamais entendu parler. Alors, l'expérience as a service. Il y a des gens qui avaient vu les slides la semaine dernière, parce que c'était à la fin de mes slides, j'avais oublié que j'avais mis mon brouillon dedans, qui se sont dit, mais comment on va y se mettre en me disant, mais c'est quoi l'expérience as a service? Alors, l'expérience as a service, c'est tous les gens qui, dans cette pièce, veulent lancer des restaurants, des spas, des hôtels, des services de limo, des gens qui nettoient la maison, tout ce qui est autour de l'expérience physique d'un service. Il va se passer quelque chose, c'est que petit à petit, les gens vont être de plus en plus demandeurs d'immédiateté et vont être de plus en plus demandeurs d'infrastructures d'expression de cette immédiateté. C'est évident. Il n'y a qu'à voir Uber. Pourquoi les gens prennent Uber? Ils prennent Uber parce que l'expérience, elle est full stack.
C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de réfléchir sur la commande, vous n'avez pas besoin de réfléchir sur le paiement, vous n'avez pas besoin de réfléchir sur le chauffeur, vous n'avez pas besoin de réfléchir sur le trajet. Tout ça est intégré dans une expérience unique. Si vous regardez du point de vue consommateur, Uber, leur consommateur, c'est vous, moi, quand on appelle un Uber. Mais c'est pas ça qui est intéressant. C'est de comprendre ce qui est fondamentalement Uber pour leurs clients. C'est qui les clients d'Uber? C'est les chauffeurs. Ce que vous ne voyez pas, ou que vous voyez peut-être, pardon si vous le voyez, mais ce qu'il y a à voir. Ce qu'il y a à voir, c'est que Uber est une expérience incroyable pour fournir des clients à des gens qui en sont en manque. C'est-à-dire tous ces chauffeurs calés avec des panneaux de limousine chercher des gens à l'aéroport et qui n'ont plus personne parce que les entreprises ne payent plus ça. Et donc, qu'est-ce que Uber fournit? Elle en fournit l'infrastructure pour vérifier que dans un réseau donné, tout le monde fournit un service de qualité énorme. Aucun chauffeur ne peut avoir moins de 4,5 de moyenne. Aucun chauffeur peut refuser plus de 80%, aucun chauffeur peut refuser plus de 20% des courses. Il faut qu'il ait un taux d'acceptation de 80 des courses qu'on lui offre, ou 80%. Mais en échange de ça, ils vous fournissent des clients, ils vous fournissent un système de paiement, ils vous fournissent une infrastructure, ils vous fournissent une marque. Donc vous voyez comme c'est incroyable ce qu'il y a autour de ce que Uber fournit. Il n'y a pas de doute sur celui qui paye. Il n'y a aucun doute. Si tu dis à des gens, je t'amène d'un point A à un point B pour un prix et c'est intégré, et que je mets suffisamment de marketing derrière, tu te doutes bien que des gens vont le prendre. Mais la guerre, elle n'est pas là. La guerre, elle est, est-ce que je maîtrise ou pas l'approvisionnement en chauffeur? Parce que si tu n'as pas de chauffeur, en face, tu redeviens une société de taxi. C'est quoi fondamentalement le problème des taxis? C'est qu'il y a une offre et une demande qui est bouleversée. D'ailleurs, 80% des dépenses technologiques d'Uber, c'est les algorithmes prédictifs de réservation pour savoir où mettre quel chauffeur à quel endroit en fonction de l'offre et de la demande et en fonction de la saisonnalité annuelle de l'offre et la demande. Par exemple, à la Fashion Week, ils offrent des bonus incroyables parce qu'ils savent qu'il y a un pic de demande et ils ne veulent pas que qui que ce soit à la Fashion Week ne reçoive pas de chauffeurs et de taxis. Alors, l'éducation. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous veulent se lancer sur ce sujet. C'est un marché incroyable, que ce soit en France ou à l'international. Éduquer les gens n'a jamais été une opportunité aussi grande et éduquer les gens n'a jamais été aussi compliqué. J'aimerais juste vous faire réfléchir sur un petit secret que j'ai sur ce marché-là. Coursera, 70% de leurs utilisateurs ou 75% de leurs utilisateurs vivent dans le tiers-monde. Coursera, c'est des cours d'Ivy League diffusés dans le monde entier gratuitement. 75% des utilisateurs de Coursera vivent dans le tiers-monde, et sur la moitié de ces 75%, la moitié de ces 75% a moins de 18 ans. Réfléchissez à ce que ça veut dire pour l'avenir de l'éducation. C'est-à-dire qu'en ce moment, dans le monde, il y a des millions d'enfants dans des pays émergents et des pays du tiers-monde qui sont en train de recevoir une éducation digne de Harvard, Yale, Stanford, Princeton, alors qu'ils n'ont pas encore 18 ans, plutôt que s'ennuyer sur les bancs d'un lycée d'élite à préparer leur bac pour rentrer à Polytechnique. Entre les deux, il va y avoir une différence fondamentale. Et en plus, ces gens-là, comme ils vont avoir des diplômes qui ne seront reconnus par aucune institution dans le monde, ils auront une seule opportunité, c'est de devenir entrepreneur. Là, il y a quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose à capter. C'est évident. Et il y a quelque chose à capter non seulement dans les pays du tiers-monde, mais il y a quelque chose à capter dans nos pays industrialisés pour pouvoir se préparer à la concurrence que ces pays-là vont représenter. C'est évident. Sans parler de la frustration. Alors, je ne sais pas qui a des enfants ici, mais moi, c'est une expérience que j'ai vécue de mettre un enfant dans une école. Dans niveau angoisse de choisir ce qu'il faut choisir comme école, etc., ça se pose là. Enfin, c'est extrêmement prenant, l'angoisse de l'éducation des enfants. Parce que d'un côté, vous voulez un truc qui ne les marginalise pas. Alors vous vous dites, ouais, les trucs... Fondamentalement, en fait, moi je l'ai mis dans un lycée parisien, quoi. Enfin,
J'ai honte, mais j'ai pas réfléchi à un lycée de centre-ville, machin, bien à côté. Et dans le même moment, je sais qu'il s'y ennuie à mort et qu'il n'y apprend rien. Enfin, parce que fondamentalement, cette structure, dans notre monde, ne peut plus transmettre quelque chose d'intéressant. C'est plus possible. Aujourd'hui, quand vous voyez le niveau d'information moyen qu'un enfant intelligent a, ça fait peur. D'ailleurs, prenez juste une donnée statistique. Tiens, un autre secret, une donnée statistique. Ça, vous verrez comment on peut réfléchir à créer des opportunités, même si je ne parle pas des marchés qui vous intéressent. Si vous prenez tous les enfants premiers de la classe dans tous les lycées de France et d'Europe, et que vous les interrogez sur « est-ce que tu aimes l'école ou pas ?» En 1990, les premiers de la classe, à plus de 99%, adoraient l'école. Vous prenez pas les mêmes premiers de la classe, mais vous reprenez les premiers de la classe en 2014 sur la même étude qui est faite année après année, vous leur demandez « est-ce que tu aimes l'école ?» On parle des premiers de la classe. Il faut être premier pour être interrogé. Ils vous répondent « oui » à 22%. Entre 1990 et 2014. Voilà. Vous voyez l'opportunité, de toute évidence. Et d'ailleurs, il y a un truc qui s'appelle... Hugo, comment ça s'appelle? C'est Prodigy, c'est ça? Non, l'autre, le truc... Tu sais, où tu as des problèmes qu'on avait vus ensemble. Comment? Ah oui, brilliant.org. Par exemple, brilliant.org, c'est une société qui essaie de capter ça. Elle essaie de capter les 1% d'étudiants les plus brillants de tous les pays du monde sur une plateforme unique. Et c'est vraiment incroyable ce qu'ils font. Et alors après, vous avez un autre problème, hein, parce que ça c'est le problème, disons, de ce côté-là, mais vous n'imaginez pas, si les premiers de la classe ont envie de se jeter par la fenêtre, je vous laisse imaginer l'état du dernier, quoi. Moi qui étais plutôt dans cette situation-là, je peux vous dire que c'est une très très grande souffrance, l'école. C'est des choses qui peuvent tuer les gens sur du très très long terme, de rater leurs études. Donc il y a une opportunité incroyable dans l'éducation. La santé, évidemment, avec tous les problèmes réglementaires qu'on connaît, mais forcément, il y a beaucoup... Vous savez, prenons un problème simple. L'accès des soins dans les zones où il n'y a pas de médecin. Les campagnes, les zones reculées. Je ne parle même pas des pays où il n'y a pas de soins. Juste, si vous vivez au fin fond de la Dordogne, avoir un médecin, c'est compliqué. Hein. Alors, comment il y a une résolution étatique de ce problème? Offrir des primes énormes à des médecins étrangers qui s'y installent. En général, les mecs s'y installent 1 an, ils se font tellement rejeter localement qu'ils repartent. Et puis, il y a la solution privée. Il y a bien quelqu'un qui va finir par trouver une plateforme où pour 90% des besoins médicaux, on arrive à parler à un mec par Skype, quoi. Enfin, j'ai pas l'impression que technologiquement, ça a l'air d'être... Il faut juste trouver la bonne façon de le faire, il faut juste trouver le bon design, il faut juste trouver le bon segment, la bonne distribution, etc. La finance, une opportunité extraordinaire. La finance, c'est le futur. Pendant très longtemps, l'argent a été capté par les banques. Le monopole des banques est en train de disparaître à toute vitesse. Les objets connectés, évidemment, bon ça je ne vous en parle pas. L'agriculture. L'agriculture, on a de plus en plus de gens à nourrir sur Terre et on veut les nourrir de mieux en mieux. Vous savez qu'historiquement, l'année dernière a été l'année où, en moyenne, le plus de gens sur Terre de l'histoire ont été mal nourris en termes de qualité. En moyenne, en termes de qualité, on se nourrit beaucoup plus mal aujourd'hui qu'on se nourrissait il y a 60 ans. La quantité de pesticides a explosé, trouver des choses qui ne vous détruisent pas sur le long terme est compliqué, etc. Forcément, c'est un problème que notre génération va résoudre. On ne va pas accepter de s'empoisonner avec des produits industriels très longtemps encore. Enfin, le taux d'information moyen des gens est trop important pour ça. Évidemment, la robotique. Alors pareil, si vous n'êtes pas ingénieur, trouvez des ingénieurs. Vraiment, vous voulez une opportunité incroyable qui est sûre de rapporter quelque chose, allez choper dans un labo un roboticien d'exception et aidez-le à monter un business. Là, il y a des positions à prendre en ce moment. Les robots aspirateurs, c'est fait, mais il y en a plein d'autres. Les robots, on est en robotique à l'état où on était en informatique en 1976. C'est-à-dire que dans 4 ans, il y a un Steve Jobs qui va arriver.
Et Steve Jobs, c'est pas lui, hein, il a trouvé un Steve Wozniak. N'oubliez jamais l'histoire réelle des choses. Steve Jobs version 1 n'est pas un visionnaire. Steve Jobs version 1 est juste un type qui convainc un autre type de faire quelque chose et de le vendre. C'est un vrai talent de savoir vendre des choses. Et alors pour finir, l'Internet, et j'ai envie de dire l'Internet qui conquiert le monde. C'est-à-dire que vous pouvez penser n'importe quelle expérience traditionnelle par le prisme de l'Internet. Même un restaurant, même un café, même je sais pas quoi, un pressing, vous ne pouvez pas prendre un business et pas le voir à travers le prisme de l'Internet et voir ce que ça donne. Ça ne veut pas forcément dire le mettre sur Internet. Il y avait cette grande mode pendant longtemps qui était simplement de prendre des business traditionnels et mettre sur Internet et ça ne marchait pas. Parce qu'Internet crée plus de contraintes que les business traditionnels. La vraie opportunité, elle n'est pas là. L'opportunité réelle, c'est d'utiliser des infrastructures qui sont en perdition, un peu comme Uber a fait avec les chauffeurs, et de leur donner un second souffle et une nouvelle vie grâce à l'Internet. Juste un problème comme ça, le problème des meubles sur mesure. D'un côté, vous avez des gens qui cherchent de plus en plus de meubles sur mesure. Le sur-mesure, c'est une grande tendance, hein. Tous les ans, les gens qui font du sur-mesure gagnent plus d'argent que l'année d'avant parce qu'on a de plus en plus une volonté de design, d'adaptation. Le nombre de gens ayant du goût et voyant des choses est de plus en plus élevé. D'un côté, vous avez ça. De l'autre côté, vous avez les ébénistes et les menuisiers qui sont en catastrophe tous les ans. Il y a bien un type qui va finir par trouver le Uber du menuisier. Forcément. Alors, je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas comment ça se produit, mais il y a bien un type qui à un moment va se dire toute cette ressource-là, on va leur donner une demande qui pour l'instant n'est pas pourvue.